Bonsoir, nous sommes le lundi 28 mars 2022. Vous regardez À l'air libre, la quotidienne de Mediapart. Bienvenue au sommaire de cette émission, un tour de France de la haine ordinaire avec la rédaction de Mediapart. Le premier tour de l'élection présidentielle est dans à peine 2 semaines. Face à une campagne marquée par la haine de l'autre sous toutes ses formes, Mediapart a décidé de raconter les effets du racisme, de l'islamophobie, de l'antisémitisme et des discriminations en général, entretenues par certains candidats, amplifiées par certains médias. Notre série Chronique de la haine ordinaire en 9 épisodes est donc à lire sur Mediapart. Vous y apprendrez comment une rumeur a fait sombrer un village de Haute-Loire dans l'islamophobie jusqu'à incendier le terrain de la future maison d'un habitant, comment à Limoges un ancien militaire projetait un attentat contre la synagogue de la ville, comment à Bayonne le sentiment d'injustice prédomine après l'attentat contre la mosquée qui n'a pas été reconnu comme tel malgré l'idéologie raciste du tueur, ou encore comment à Dax des propos racistes n'ont valu qu'une amende à son auteur, le parquet n'y voyant qu'un dérapage. Voilà ce que vous pourrez lire et qui vous éclairera sur comment notre pays, ses citoyens, ses politiques, ses institutions véhiculent ou au contraire luttent contre cette haine ordinaire. Pour en parler ce soir, plusieurs des auteurs de cette série, Nejma Brahim, David Perrotin et Lou Sira. Salut à tous les trois. Salut. Salut. Et Ilyes Ramdani du service politique. Salut Ilyes. Toi, tu suis la droite et l'extrême droite et tu as assisté à un concentré de haine ordinaire hier, le meeting d'Éric Zemmour au Trocadéro. On va y revenir. Lou, je commence par toi. Je précise que tu es une de nos pigistes à Mediapart et que tu travailles tout particulièrement sur la question des cultes et tu as suivi l'année passée toute la loi séparatisme. Alors donc cette première question, pourquoi avoir construit cette série ? En fait, on se posait une question assez concrète qui a traversé, je pense, la tête de beaucoup de journalistes. C'est que dans le cadre déjà de la couverture sur la loi séparatisme, on avait pu tous constater à notre niveau des épanchements racistes, islamophobes à n'en plus finir. Et on se disait, du coup, voilà, que dans les mois qui allaient arriver, la campagne présidentielle, notamment avec ce surgissement d'Éric Zemmour, qui nous a laissé quand même un suspense de plusieurs mois sur va-t-il se présenter, va-t-il pas se présenter, on s'est dit voilà, qu'il fallait, accompagner cette parole haineuse qui déferlait dans les médias. La traiter éditorialement. La traiter éditorialement, parce que la question qui se posait, c'est fallait-il passer sous silence tous les, ce qu'on appelle des dérapages, mais bon, tous les dérapages haineux, ou est-ce qu'il fallait un peu retourner un peu la chose en décidant de corneriser toute cette haine, d'en faire une rubrique très particulière, et voilà, c'est un peu... C'est ça qui a donné lieu à Chronique de la haine ordinaire. Nejma ? Ouais, effectivement, je rejoins ce que disait Lou. On s'est dit en fait que dans ce contexte particulier, avec cette présidentielle qui est quand même très particulière, c'était important de raconter toutes les formes que pouvait prendre le racisme, l'antisémitisme, l'islamophobie en France, et de raconter surtout les effets concrets de tout ça sur les principaux intéressés, celles et ceux qui le vivent au quotidien. Alors justement, cette campagne présidentielle, tu la suis. Ilyes, comment est-ce que tu décrirais le climat politique de cette campagne dans laquelle 3 des 12 candidats sont soit d'extrême droite, soit de droite extrême, si on voulait un tout petit peu... nuancé. Ouais, si on parle de ce point-là, par exemple, c'est intéressant parce que c'est pas le premier truc qui nous vient en tête si on caractérise aujourd'hui la campagne. Nous-mêmes, c'est une forme d'autocritique. On a beaucoup signalé ces derniers temps, voilà, la place qu'a occupée la question de la guerre en Ukraine, le désintérêt aussi des Français pour la campagne présidentielle. Mais il y a quand même ce truc auquel on s'est presque habitué, qui est la prééminence des questions identitaires, ce que la droite appelle le régalien, donc la sécurité, l'immigration, l'islam. Tout ça, on s'est habitué à ce que ça occupe une place centrale. Alors quand on regarde, quand on va sur le terrain, quand on regarde finalement les réelles préoccupations des gens, c'est des choses qu'on entend parfois, mais beaucoup moins que la place qui leur est donnée dans le débat politique. Et si je dois caractériser la campagne à l'aune de ce qu'on vient de se dire déjà sur la haine ordinaire, c'est quand même l'habitude, l'accoutumance finalement à avoir ces questions au premier plan. Alors, entrons dans le vif. Cette série, elle a commencé par ton reportage en Haute-Loire, Lou, à Saint-Jeur, un village réputé pour avoir sauvé des Juifs pendant la guerre. Tu nous as raconté l'histoire d'un chef d'entreprise, Yacine, qui a voulu y faire construire une maison pour sa famille. Et tu vas nous raconter ce qui s'est passé. Et tu as déconstruit la mécanique de la rumeur dans ce reportage. Oui, j'y suis allée 4 jours au mois de janvier. Donc Saint-Jeur, pour situer un peu, parce que c'est pas nécessairement connu, c'est un petit village typique
typique sur la route de Saint-Jacques-de-Compostelle, près du Puy-en-Velay, entre le Lyon et le Puy-en-Velay. Un village très mignon, etc., où il n'y a pas énormément de diversité culturelle, je pense qu'on peut le dire. Il y a 900 habitants. À chaque fois, en y allant, les gens disaient « Oui, mais vous savez, on n'est pas raciste, on a une famille arabe. » Pas une famille arabe, déjà, qui est une famille kabyle, mais bon, peu importe. Et donc, c'est un petit village dans lequel Yacine décide de s'installer pour se mettre au vert avec sa femme et ses 3 enfants. Yacine, c'est un chef d'entreprise qui a explosé le plafond de verre, qui vient d'un milieu très modeste, un milieu ouvrier, qui est d'origine algérienne. Et quand il s'installe dans ce petit village, il y a tout un tas de bruits qui commencent à courir à son encontre. On se dit, mais que va-t-il faire sur ce grand terrain sur lequel, il est vrai, il a décidé de construire une maison sur plus de 1000 m², donc c'est important, mais par ailleurs, c'est une personne qui a des moyens. Donc plein de bruits qui commencent à courir, et bien sûr, le bruit de... c'est une mosquée qui va être construite. Et en fait, à partir de ce moment-là, c'est une rumeur qui intervient au moment où son permis de construire est officiellement affiché, où on voit donc le nom d'Yacine, donc accolé à ce nom tous ses fantasmes. En fait, la rumeur commence à se répandre sur tout le plateau, etc. Les gens commencent à défiler à la mairie pour aller voir les plans, commencent à s'imaginer, mais cette piscine, est-ce que ce serait pas un bassin d'ablution caché, etc. Et pendant des mois, cette rumeur enfle. Et puis jusqu'au 24 novembre, au matin, avant 6 heures, où en fait son chantier est brûlé. Et en fait, en allant sur place, on a effectivement déconstruit la rumeur qui ressemble un peu à cette rumeur d'Orléans. Je ne sais pas si vous vous souvenez... Bon, on s'en souvient pas parce qu'on n'était pas nés en 69. Quand Edgar Morin a écrit ce livre, il racontait en fait les mécanismes de la rumeur à Orléans, où il y avait cette rumeur où on disait que dans les magasins tenus par les Juifs, dans les cabines d'essayage, les jeunes femmes disparaissaient et réapparaissaient au Maghreb pour la traite des Blanches. Enfin, une rumeur qui a été documentée, etc. Là, c'est un peu le même mécanisme qu'on a retrouvé. Et c'était assez effrayant, faut dire. Alors, Yacine a dû se justifier sur ses intentions, à savoir vivre paisiblement à Saint-Jeur, au cours d'une réunion publique où l'islamophobie s'est à nouveau exprimée. Ouais, c'était une réunion qui a été organisée du coup au mois de décembre. Je précise quand même que quand on parle de déconstruire la rumeur, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est pas juste des fantasmes autour d'un nom de famille, etc. Le mécanisme de la rumeur est grossi aussi parce qu'il y a des gens qui la propagent, qui l'entretiennent. Et pour le coup, ce qu'on a raconté, c'est qu'ils l'entretiennent dans des boucles mail que tout le monde peut voir, mais personne n'y met un coup d'arrêt. Il y a 2 personnes dans le village qui ont fait une tribune dans la presse pour dire que cette rumeur était inadmissible, etc., qu'il fallait arrêter la haine. Mais en dehors de ça, tout le monde voit grossir quelque chose d'assez infâme qui explose. Les 2 personnes qui étaient à l'origine de la rumeur, chose assez intéressante, ce sont 2 frères qui sont des historiques du village, qui ont des belles maisons historiques, des terrains, des machins, bref, et qui sont surtout politiquement, c'est intéressant sur le positionnement politique, ce sont les petits-fils du maire vichiste de la ville, et qui se voient un peu comme des Gaulois assiégés par l'arrivée d'un envahisseur musulman, quoi. Et alors, cet envahisseur musulman, comme il le considère, donc Yacine, est-ce que tu as des nouvelles de lui ? Ton reportage il a été publié il y a 2 mois. Est-ce que tu as des nouvelles ? Ouais, alors je l'ai eu au téléphone juste avant là, de rentrer sur le plateau. Donc j'ai de ses nouvelles. Il a, en fait, suite à la réunion publique qui avait été organisée par la mairie et qui devait aplatir les choses pour montrer que cet homme était une personne sympathique, un honnête homme, qui n'avait aucune velléité, qui n'était pas un terroriste caché derrière un entrepreneur, puisque c'était les vrais fantasmes qui couraient à son égard à l'époque. Cette réunion publique, malheureusement, n'a pas du tout calmé la rumeur, qui s'est transformée en véritable tribunal populaire, et c'est la presse qui avait couvert à l'époque, la presse régionale qui le dit elle-même. Donc suite à ça, le maire a décidé finalement de céder aux peurs, aux fantasmes d'une partie de sa population et d'annuler le permis de construire. Donc Yacine a déposé un recours au tribunal administratif, donc c'est en cours. Et on va voir ce que ça donne. On va voir ce que ça donne. Juste pour finir, malheureusement, ça ne clôt pas l'histoire, puisque les personnes qui en voulaient à Yacine et à son projet de vie se sont organisées en collectif et ont tracté très récemment dans des boîtes aux lettres pour mettre un terme à ce projet. Donc c'est pas fini, quoi. Assez effrayant. Autre reportage à Limoges que tu as mené à Limoges, où la communauté juive est devenue une cible dans une ville où elle était implantée depuis toujours, voire réfugiée, notamment pendant la Seconde Guerre mondiale. Tu racontes donc le projet d'attaque, d'attentat d'un individu. Ouais,
Je pense d'ailleurs qu'on peut faire un peu de corrélation entre ces deux histoires, parce qu'à Saint-Jean, on était dans un petit village où il n'y avait pas un noir et un arabe, pour le dire rapidement, mais on fantasmait les pires choses à leur égard, exactement. Et à Limoges, ce qui est intéressant sur cette histoire-là, c'est que on raconte en fait comment la communauté juive a décliné au fil des ans depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, parce qu'effectivement, elle s'était réfugiée, notamment la communauté juive de Strasbourg avait pu se réfugier à Limoges jusqu'à la fin de la guerre. Et on a compté jusqu'à 6 000 juifs à Limoges jusqu'à ce que, jusqu'après ils s'en aillent, ils quittent Limoges, etc. Et aujourd'hui, ils sont plus que 6 familles, 6 grandes familles, voilà, à peu près, et pas assez la plupart du temps pour tenir le culte pendant Shabbat. Donc celui qui voulait s'attaquer à elle, voilà, ce qui n'a pas de fantasme. Ce qui n'a pas empêché effectivement, donc le protagoniste principal de cette histoire, Aurélien Chapeau, néo-nazi, ancien militaire, de laisser tourner en rond dans sa tête les fantasmes absolus sur le fait que la ville était envahie de juifs qu'il fallait éradiquer. Voilà. Et donc il a été condamné en début janvier, j'ai plus la date sous les yeux, mais à 9 ans de prison. 9 ans de prison. Pour entreprise terroriste individuelle. Ce qui est aussi intéressant dans cette histoire, c'est comment les responsables de la communauté juive et aussi SOS Racisme, qui a été visé par Aurélien Chapeau, ont été, je dirais, exclus ou en tout cas pas avertis des alertes ou du profil et des alertes autour, en tout cas, de cette personne qui était pourtant connue pour son antisémitisme et son racisme par diverses publications. Achat d'armes, etc. Ouais, c'est une personne qui ne pouvait pas passer, sous les radars des services de renseignement, parce que c'est une personne qui a frappé à toutes les portes des petites boutiques d'extrême droite, de génération identitaire, jusqu'à être soupçonné de vouloir monter une cellule française d'un groupe terroriste d'extrême droite qui s'appelle Atomwaffen-SS Division, qui a été inscrit très récemment sur les listes terroristes aux États-Unis et dans d'autres pays. Et donc, Aurélien Chapeau avait déjà menacé, notamment SOS Racisme, des menaces de mort qui étaient publiques. Il était passé en procès, etc. Et pour autant, dans ce laps de temps-là, où il avait été bien reconnu, où il aurait dû être surveillé étroitement, il a continué à s'armer en toute illégalité, jusqu'à ce que quand on a vu qu'il a voulu monter effectivement une cellule terroriste néo-nazie, il y a une perquisition chez lui et qu'il soit stoppé effectivement. Notre série raconte d'ailleurs comment parfois les institutions minimisent cette haine ordinaire. David, toi tu as enquêté sur l'attentat contre la mosquée de Bayonne qui avait fait 2 blessés graves. C'était le 28 octobre 2019. Claude Cinquet, un ancien candidat FN, tentait d'incendier donc cette seule mosquée de toute la côte basque. Son procès n'aura pas lieu car il est décédé en détention en 2020. Et cette attaque, en fait, n'a jamais été reconnue par les institutions comme un attentat. Ouais, c'est ça, c'est qu'officiellement, il n'y a jamais eu d'attentat ni d'attaque terroriste à Bayonne, et il n'y a même pas eu de tentative d'assassinat avec la circonstance aggravante de l'appartenance religieuse des victimes, parce que tout simplement, le parquet a retenu que le discernement de Claude Cinquet, l'auteur de l'attentat, avait été aboli, partiellement. C'est-à-dire que, en fait, quand il a été placé en garde à vue, Claude Cinquet a dit que le mobile de son acte, c'était pour se venger des incendies de Notre-Dame, sachant qu'il attribuait ces incendies à des musulmans, alors que ce n'était pas un incendie criminel. Et donc, à partir de là, on a considéré que c'était un simple fait divers. Et alors que tu as consulté le dossier, et il y a plusieurs éléments qui montrent le caractère islamophobe de cet attentat. C'est ça, c'est qu'en fait, quand on consulte l'intégralité du dossier, on s'aperçoit 2 choses. D'abord, le profil raciste de l'auteur de l'attentat, qui est indiscutable. C'est-à-dire qu'en gros, on a son entourage qui décrit un homme qui est raciste depuis des années, depuis la guerre d'Algérie qu'il a faite. On a son fils qui dit qu'il s'en prenait régulièrement à cette mosquée, qui voulait y faire la fiesta, qu'il n'aimait pas les Arabes, les homos et les communistes. Voilà, donc on a le profil d'un individu qui est clairement raciste, qui était engagé au Front National, qui adorait Éric Zemmour et qui le laissait savoir sur les réseaux sociaux. Et en plus, on a les coches qui sont les cases qui sont cochées de l'attentat selon la jurisprudence, puisque lui a préparé son attaque, qu'il s'était procuré des armes et même quand il va au magasin pour acheter de quoi faire des explosifs, il dit au vendeur
c'est pour faire un engin explosif. Il sera pas pris au sérieux. Et donc du coup, toutes les cases sont cochées, pardon. Pour autant, on n'a pas considéré que c'était un attentat. Et ce qui est intéressant aussi dans cette histoire, c'est la façon dont ça a été politiquement traité et publiquement traité par le personnel politique. Oui, parce que c'est ce que disait la famille des victimes quand j'étais sur place, c'est que on a d'habitude les ministres se déplacent quand il y a un drame aussi important. Là, aucun ministre ne s'est déplacé, si ce n'est le secrétaire d'État qui a fait une visite express. Mais c'est surtout ce qui était intéressant à voir, c'est le vocabulaire utilisé quand ils se sont exprimés sur Twitter, par exemple. Christophe Castaner, alors ministre de l'Intérieur, parle de faits qui indignent. Il ne veut pas qualifier l'attaque, il ne parle pas d'attentat, pas d'attaque. Même chose pour Emmanuel Macron ou Marlène Schiappa qui évoquent une simple attaque. Donc ça a laissé un sentiment d'injustice sur place. Et c'est même allé plus loin, c'est même allé plus loin juste après quand il y a eu la marche, la fameuse marche du 10 novembre 2019 en réaction, donc contre l'islamophobie, en réaction à ce qui s'est passé, où il y aurait pu avoir une forme d'union nationale comme il y a parfois dans les manifestations de ce type, de cohésion autour de ce moment-là. Et ça a été un moment hyper fort de division, de diabolisation de cette marche qui est devenue en gros, j'allais dire l'AMEX, pas la bonne expression, mais le rassemblement des islamo-gauchistes en France à ce moment-là. Et le gouvernement qui n'avait pas eu de mots pour qualifier l'acte a eu des mots très très forts pour qualifier cette marche. Donc ça dit quelque chose quand même de la réaction globale. Et juste pour rebondir, énormément de députés de la majorité ont qualifié cette marche de manif de la honte le jour même, 2 semaines après un attentat. Bonsoir à toutes et à tous. Ce soir, notre émission spéciale face à Mediapart autour de la candidature de Jean-Luc Mélenchon. Le candidat de l'Avenir en commun est bien décidé à se qualifier dimanche 10 avril pour le 2e tour de la présidentielle. Nos 2 invités, ils sont là, ils s'appellent Manuel Bompard et Clémence Guettet. Bonsoir à tous les deux. Vous êtes respectivement directeur de campagne de Jean-Luc Mélenchon et co-responsable du programme. Vous serez interrogé ce soir par plusieurs journalistes de la rédaction et ensuite on aura un débat qui, pour vous qui nous regardez, agite certainement vos discussions entre amis en ce moment. Faut-il voter utile pour Jean-Luc Mélenchon? Échange sur notre plateau avec différentes personnalités de gauche. Le maire de Trappes, Ali Rabet, la militante féministe Caroline Dehaas, la militante antiraciste et écolo Fatima Ouassak et le politologue Frédéric Savicki. Nous sommes diffusés sur les chaînes YouTube et Facebook de Mediapart, mais aussi sur les réseaux sociaux #face à Mediapart. Et n'oubliez pas non plus notre offre spéciale présidentielle d'abonnement à Mediapart 3 mois pour 9,90 €. La candidature de Jean-Luc Mélenchon face à Mediapart, c'est parti. Mais avant de commencer rapidement, un exercice de transparence pour nos abonnés et vous qui nous regardez ce soir. Nous aurions dû avoir Jean-Luc Mélenchon sur ce plateau. Son équipe avait donné son accord. Malheureusement, sa venue a été annulée après la publication d'une enquête d'Antoine Rouget sur la mise en examen pour notamment des faits présumés d'escroquerie aggravée de l'Air du Peuple, une association au cœur de la campagne de 2017, en cause d'éventuelles surfacturations pour un montant total qui avoisinerait le million d'euros, des surfacturations que la France insoumise réfute. Il y a plusieurs mois, nous avions tenté d'organiser aussi une émission avec Jean-Luc Mélenchon. Malheureusement, son équipe avait édicté une ligne rouge, ne pas montrer les images de la perquisition de 2018 au siège de la France Insoumise, et c'est malheureusement un engagement que la rédaction de Mediapart avait refusé de prendre à l'époque. Ces dernières années, Jean-Luc Mélenchon s'est exprimé à plusieurs reprises, évidemment, dans les colonnes de Mediapart, mais il n'est pas venu en tant que candidat à la présidentielle depuis 8 ans, en 2012. Mediapart 2012, 3e épisode, après François Bayrou, après Eva Joly. Nous recevons Jean-Luc Mélenchon, ici, au milieu de cette rédaction. Mais pas 8 ans, 10 ans, hein, donc ça ne nous rajeunit vraiment pas. Alors qu'on le voit dans cette campagne, dans tous les médias, sur Twitch, sur YouTube, dans des médias y compris conservateurs, bref, sur de très nombreux supports, nous regrettons évidemment qu'il ne soit pas là ce soir. Merci donc à vous deux, Clémence Guettet et Manuel Bompard, d'être là pour le représenter. Dans quelques instants, on parlera avec vous du programme de l'Avenir en commun que défend Jean-Luc Mélenchon. Mais on va commencer tout de suite avec une première salve de questions sur le climat de cette campagne et votre stratégie à 12 jours du vote avec Fabienne Escalona et Pauline Groll de la rédaction de Mediapart. La stratégie donc, et c'est Pauline Groll qui vous pose la première question. Oui, une question un peu sur l'ambiance générale de cette campagne. Est-ce que vous la trouvez à la hauteur des enjeux? Est-ce qu'elle vous satisfait? Est-ce que vous la trouvez intéressante?
Bon, déjà, c'est une campagne qui a commencé tardivement. En fait, on a déjà eu 2 ans de crise sanitaire parce que nous, on est en campagne depuis 16 mois maintenant. Vous avez commencé tôt. Ça fait un moment. Donc, qui a commencé tardivement parce que la crise sanitaire, parce que les gens avaient la tête dans autre chose que l'actualité de la campagne présidentielle, contrairement à nous qui sommes centrés sur ça. Et puis, avec la guerre en Ukraine, dont j'imagine on va reparler dans cette émission, qui fait là aussi qu'il y a une inquiétude, que les sujets, notamment traités par les médias dominants, sont essentiellement centrés sur l'actualité de la guerre, etc. Et que donc c'est difficile d'entrer vraiment dans les sujets qui peuvent intéresser les Français. Je nuancerai quand même sur la période très récente qui vient de s'écouler, où là on sent quand même que l'attention est là, que les gens cherchent à se renseigner sur les programmes, sur les propositions, sur les différences entre les candidats. Et on sent, nous, qu'il y a une grande réceptivité maintenant. Et en même temps, il n'y a pas de débat avec Emmanuel Macron. Est-ce que c'est quelque chose que vous regrettez, et ni avec Marine Le Pen d'ailleurs, qui sont vos 2 adversaires directs si on en croit les sondages, en tout cas. Au 2e tour? Nécessairement. Une campagne, c'est un moment de démocratie, ça doit permettre de confronter différents programmes. Et honnêtement, les débats tels qu'ils avaient été organisés il y a 5 ans, je pense qu'ils avaient aidé à éclairer les différences qu'il pouvait y avoir entre les différents projets. Donc bien sûr, on le regrette. Après voilà, ça sert à rien de faire une campagne des jours, des semaines à regretter que machin ne veuille pas débattre, que Macron ne veuille pas débattre. On présente notre programme, nos propositions, on fait des initiatives de campagne, elles fonctionnent plutôt bien. On sent que voilà, les idées qu'on porte, elles ont un écho de plus en plus important dans la population. Et on essaye de convaincre, et on est là ce soir aussi dans cette optique. Maintenant, s'il y a une possibilité, parce qu'il y a un débat qu'Emmanuel Macron ne peut pas fuir. C'est celui de l'entre-deux tours. C'est celui du 2e tour. Celui-là, il est là, il sera organisé, on connaît la date. C'est le mercredi de la 2e semaine entre les 2 tours. Donc voilà, peut-être que ça empiète là aussi sur des éléments de la discussion qu'on aura, mais il y a une manière de forcer Emmanuel Macron à débattre, et à débattre des questions qu'on a envie de débattre. Est-ce que la retraite, ça doit être 65 ans ou 60 ans? Est-ce que les prix, on les laisse continuer à exploser comme ils explosent aujourd'hui, ou est-ce qu'on les bloque? Est-ce qu'on augmente le SMIC? Est-ce qu'on fait la transition écologique? Est-ce qu'on fait la 6e République? C'est le débat d'entre 2 tours. Alors justement, il faut qualifier un candidat. Ce qui est assez intéressant, c'est que justement, cette campagne, on pensait qu'elle allait être un petit peu captée par les thématiques de la droite et de l'extrême droite, l'islam, la sécurité ou l'insécurité. Finalement, on y parle quand même pas mal de pouvoir d'achat. Vous y reviendrez avec Martine Orange. Et on parle aussi énormément et de manière inédite de politique internationale. Alors ça, un désavantage pour vous, c'est qu'il y a ce fameux effet drapeau qui fait que les gens se réfugient un peu derrière la candidature de Macron. En tout cas, c'est ce qu'on peut observer dans certaines enquêtes d'opinion. Voilà, comment est-ce que vous faites avec ça pour essayer de challenger en fait un chef de guerre au moment où c'est la guerre en fait? Pas en France, en Ukraine. D'abord, les questions internationales, c'est des questions politiques, comme d'ailleurs les questions liées à la santé, au Covid. Je veux dire, c'est pas des questions qui sont éloignées des enjeux d'une campagne présidentielle. On élit un président de la République qui est chef des armées. C'est comme ça que la Constitution le définit. Donc c'est normal que les questions internationales, elles soient au cœur de cette campagne. Nous, on a des choses à dire sur le sujet. On va y revenir. Deuxièmement, j'observe que depuis quelques jours, peut-être même quelques semaines, le candidat est en train un peu de reprendre le dessus sur le président. Et les propositions qui sont les siennes, j'ai parlé de la retraite tout à l'heure. À 65 ans pour ce qui le concerne. Voilà, retraite à 65 ans. Je rappelle que pendant le quinquennat qui vient de s'écouler, il y a eu une bataille très importante en 2019 dans les rues des retraites qu'on a gagné. On a gagné en fonction des circonstances, c'est vrai, mais aussi parce qu'il y a eu une résistance opiniâtre dans la rue, à l'Assemblée nationale. Donc les gens qui nous écoutent, ils doivent se dire peut-être que la campagne, elle vous enchante pas à 100%, mais là, il faut quand même que vous sachiez que si Macron il est réélu, il aura un mandat sur la retraite à 65 ans. Je dis pas qu'il y aura pas de résistance et d'opposition, mais ça serait plus facile de le battre dans les urnes. Donc voilà, ces sujets-là, c'est des sujets de campagne, et je trouve pas qu'Emmanuel Macron, depuis qu'il est rentré en campagne, qu'il a présenté son programme, j'ai pas l'impression, si vous voulez, qu'il y a une dynamique d'adhésion à la vision qu'il porte pour son nouveau mandat, qui emporterait tout sur son passage. Donc je pense que le match, il est jouable. Faire perdre Emmanuel Macron, c'est jouable. Et faire gagner un candidat qui porte des réponses sociales, écologiques, démocratiques, c'est jouable. Et donc c'est maintenant que ça se passe. On va revenir sur les questions justement internationales et rentrer dedans avec la question de l'Ukraine, parce que votre candidat Jean-Luc Mélenchon se voit en ce moment rappeler d'anciennes déclarations sur la Russie, ce à quoi il répond en général vertement.
Je n'ai jamais soutenu M. Vladimir Poutine. Jamais. Je vous mets au défi de le prouver. Dès que quelqu'un s'oppose au raisonnement qui semble s'imposer, vous le traitez d'agent de l'ennemi. Je n'ai jamais soutenu M. Poutine. Je ne soutiens jamais quelqu'un qui franchit une frontière. Alors, c'est un fait. Jean-Luc Mélenchon a qualifié dans le passé Poutine de graine de dictateur. C'est une citation de nationaliste, de grand nationaliste même, je crois. Et il s'est opposé, là, le 24 février, dès le début, au franchissement des frontières ukrainiennes par l'armée russe. Mais ce sont des faits aussi. Lors de précédentes interventions russes, il a pu avoir des mots laudateurs pour, non pas Vladimir Poutine, mais pour l'action internationale de Vladimir Poutine. Par exemple, nous sommes en 2016. La guerre en Syrie fait rage. La Russie bombarde majoritairement des cibles rebelles et civiles en soutien du régime de Bachar el-Assad. Le candidat Mélenchon est alors interrogé sur sa position. Poutine, est-ce que vous êtes pour ce qu'il est en train de faire en ce moment en Syrie? Oui. Ah bon? Il fait quoi là en Syrie? Je pense qu'il va régler le problème. Et c'est quoi? Comment? En bombardant éliminer les Daesh. civils? Je suis pour que Daesh soit vaincu, écrabouillé et que les Kurdes gagnent. Mais c'est pas le propos de Poutine pour l'instant. C'est pas les Kurdes qui sont en train de gagner, c'est Bachar el-Assad. Position réitérée 3 ans plus tard devant l'Assemblée nationale. Heureusement que la Russie était là, car c'est elle qui en un an a réglé ce que tous les autres réunis ont été incapables de faire, c'est-à-dire écraser la soi-disant armée du soi-disant État islamique dirigé par Daesh. Et quelques jours avant l'invasion russe en Ukraine, voilà ce qu'il disait encore sur la montée des tensions. Je considère que ce sont les États-Unis d'Amérique qui sont dans la position agressive et non pas la Russie. J'admets que ça puisse choquer, mais je voudrais dire pourquoi. Parce que la Russie a des intérêts comme pays, et ça nous intéresse de connaître ses intérêts, et ne peut pas accepter que l'OTAN arrive à sa porte. Alors la suite, on la connaît, c'est l'invasion de l'Ukraine déclenchée le 24 février avec un discours de Vladimir Poutine aux accents impérialistes. Manuel Bompard, Clémence Guettet, Jean-Luc Mélenchon n'a-t-il pas, lui aussi, comme d'autres peut-être, fermé les yeux sur cet impérialisme de Poutine, voire même parfois cautionné? Non. Non, je vois, on va être à l'unisson, oui. Non, mais je pense pas qu'on puisse l'accuser d'avoir cautionné quoi que ce soit. En fait, il y a une position qui est claire, qui est le non-alignement, qu'on a répété sur tous les tons depuis que les tensions se sont accrues dans la zone. Et non-alignement, ça veut dire ni l'un ni l'autre. Donc, ni Poutine ne devait franchir la frontière, ni déplacer l'OTAN jusqu'aux frontières de la Russie. Donc, non-alignement, c'est pas neutralité, ça veut dire qu'on prend position dès lors qu'il y a des mouvements, et c'est pour ça que Jean-Luc Mélenchon a condamné dès lors que Poutine a passé la frontière et qu'il s'est engagé dans un conflit armé. Je vous parle des années précédentes, notamment, on peut regarder encore une autre vidéo, Jean-Luc Mélenchon lors d'un événement interne de la France Insoumise, qui était rediffusé, on est en 2017. Il n'est pas vrai que la Russie soit une menace pour la paix du monde. C'est un mensonge. C'est un acte de propagande destiné à justifier un projet politique en Europe. C'est la construction, comme idéal européen, après le Brexit et après l'échec de tout le reste, d'un bavardage qui est appelé Europe de la défense, qui est entièrement construit sur l'idée qu'il faut se regrouper face à une menace qui, à mes yeux, n'existe pas. La question de l'Europe de la défense, on va en parler après. Mais quand on regarde, évidemment, a posteriori cette vidéo, c'est assez dévastateur. En fait, c'est une propagande de dire que la Russie n'est pas une menace. On a envie de dire l'erreur est humaine. Encore faut-il la reconnaître. Est-ce que ce genre de propos, c'était pas tout simplement une erreur? Ça arrive. Alors, on va répondre sur ce sujet, mais d'abord, je veux revenir sur les autres extraits que vous avez montrés. Y compris, c'est pour les gens qui nous regardent. C'est important. Ils vont voter dans 12 jours. Qu'on réponde point par point. Ouais. Quand Jean-Luc Mélenchon parle de la situation en Syrie, je voudrais qu'on rappelle de quoi il s'agissait. Il s'agissait d'une intervention militaire des Russes pour mettre un terme et pour anéantir Daesh, qui avait pris la possession d'une très grande partie du territoire syrien. C'est bien de ça dont on parle. Mais à quel prix? Quand on pose la question de destruction civile, de destruction de villes et de ce que vous n'avez pas civile. Ce que vous n'avez pas montré dans l'extrait vidéo où Jean-Luc Mélenchon est interrogé sur la question de savoir s'il est d'accord avec le fait qu'on cherche à couper les canaux qui permettaient de sortir le pétrole de Syrie en Turquie, puisque c'est de ça la question précise, elle parlait de ça. Ce que vous n'avez pas montré, c'est la suite, où Jean-Luc Mélenchon dit « Bien évidemment, je ne suis jamais d'accord avec des bombardements, personne ne peut être d'accord avec des bombardements, une guerre, c'est sale, et par définition, c'est quelque chose avec lequel personne ne peut être d'accord. » Mais la question qui était posée, c'était la question de savoir si on laissait Daesh continuer à s'emparer et à gouverner le territoire syrien. C'était ça la question qui était posée. En l'occurrence, si on regarde l'extrait entier
En entier, pour le retrouver, effectivement, à un moment, il y a une relance de Yann Moix qui lui dit mais attendez, ils bombardent des civils et tout. Et Jean-Luc Mélenchon répond attendez, est-ce que vous êtes sûr parce qu'il y a aussi de la propagande. Donc on était vraiment dans. Non, mais regardez l'extrême qui entier. était Après, moi, je veux bien, si vous voulez, qu'on reparle. Moi, j'ai pas de problème. On peut parler de tout ce que vous voulez. Mais en l'occurrence, n'accusez pas, si vous voulez, Jean-Luc Mélenchon d'être d'accord avec des bombardements de populations civiles. Ce sur quoi personne ne peut jamais être d'accord avec des bombardements de populations civiles. Maintenant, effectivement, quand il y a c'est ce que lui reproche Yannick Jadot, par exemple. Il dit complicité sur les frappes contre les civils en Syrie. Si vous voulez, quand on en est là, c'est plus du débat public, ça devient de l'injure ou de la. On dénie même à un responsable politique parce que c'est son adversaire toute humanité. Je crois que ça mérite même pas de réponse. Moi, je vais pas m'amuser sur ce plateau à dire que Yannick Jadot avait des complaisances avec Daesh, alors que si j'appliquais exactement le raisonnement qu'il applique à Jean-Luc Mélenchon, je pourrais en arriver à cette conclusion. Et je vais pas dire ça parce que ce n'est pas vrai. Donc vous voyez, je crois qu'il faut arrêter de dire ça. Maintenant, sur la question plus précise du rapport à la Russie, parce que c'est la deuxième partie de la question. Tout le monde disait, à part les États-Unis dans la toute dernière période, tout le monde disait il n'y a pas de menace d'invasion imminente de Vladimir Poutine en Ukraine. Le président ukrainien, Zelensky, disait lui-même attendez, il ne faut pas dramatiser, sans doute qu'il n'y aura pas d'intervention militaire. Les services français disaient on n'en est pas là. Les services européens également. Bon, c'est un problème d'ailleurs que les services français. Et on peut sans doute en parler, mais on n'aura sans doute pas le temps d'en parler là. Donc, bien évidemment, que personne ne pouvait prédire le fait que Poutine décide de passer la frontière. À partir du moment où Poutine a décidé de passer la frontière, les choses sont extrêmement claires pour nous. Il viole le droit international et on condamne, une heure après l'acte de Vladimir Poutine, on condamne cette intervention. Maintenant, et dernier point, après je m'arrête, mais au moins on aura répondu bien en détail sur ce sujet. Dernier point, la question des rapports entre l'OTAN et la Russie, on sait très bien, et Jean-Luc Mélenchon depuis 10 ans, que c'est un facteur d'aggravation des tensions. Tout le monde le sait. D'ailleurs, parce que moi je veux bien qu'on me dise que Jean-Luc Mélenchon se trompe sur tout, j'observe que dans les débuts, malheureusement insuffisants, de pourparlers, de discussions et de négociations qui sont en train de se dérouler en ce moment, qu'est-ce qui est au cœur des négociations et des discussions? La neutralisation de l'Ukraine, le fait que l'Ukraine ne rejoigne pas l'OTAN. Donc moi je veux bien qu'on dise la question de l'OTAN, elle était totalement innocente par rapport à ce conflit, mais c'est pas vrai. Et nous avons toujours dit sur le sujet, il y a une règle intangible, c'est on ne franchit pas une frontière. On l'a dit cette fois, on l'a dit au moment de la Crimée, on l'a toujours dit, on ne franchit pas une frontière. Et à partir du moment où une puissance franchit une frontière, elle rompt avec le droit international et on peut pas être d'accord avec elle. Une dernière question là-dessus, parce qu'effectivement, on va pas refaire tout le débat sur l'OTAN, parce qu'il est beaucoup trop long, mais je reviens sur l'extrait de 2017 sur lequel vous avez répondu, où Jean-Luc Mélenchon évoque cette menace inexistante. Il y a eu un autre propos qui a été déterré, qui est plus récent, pourtant c'est novembre 2021, et c'est au moment où les Russes commence à amasser davantage de troupes à la frontière avec l'Ukraine. Jean-Luc Mélenchon, je m'en souviens parce que ça m'avait frappé en lisant l'interview dans le Figaro consacré aux questions internationales, et il a cette fameuse phrase « Je ne crois pas à une attitude agressive de la Russie ni de la Chine. Seul le monde anglo-saxon a une vision des relations internationales fondée sur l'agression. » On est à un moment où la Russie non seulement amasse ses troupes, mais il y a tous les précédents, Géorgie et ainsi de suite, enfin, on peut remonter jusqu'à 2008 sur l'action de Vladimir Poutine, jusqu'à cet amassement de troupes, et puis cet aspect très essentialisant où il y aurait des États qui seraient fondés sur l'agression et les autres pas. Et là encore une fois, pour prolonger la question de Mathieu, si vous adressez aux gens qui hésitent ce soir à voter Jean-Luc Mélenchon parce que pense-t-il à tort ou à raison, ça craint sur les relations internationales, qui sont face à ces déclarations qui disent « mais attendez, qu'est-ce que c'est que cette histoire ?» Voilà, qu'est-ce que vous leur répondez, sachant que Jean-Luc Mélenchon, sur France 2 jeudi soir, disait « ça fait 10 ans que j'ai raison ». Sur le fait que la situation aux frontières pouvait dégénérer, oui, ça fait 10 ans qu'il le dit, attention, il y a un point d'attention ici, et les déclarations dont vous parlez, en fait, participent de la même logique. C'est-à-dire, nous avons toujours refusé de participer d'une manière ou d'une autre à exacerber ces tensions, justement parce que nous avions en tête le souci de faire en sorte que ça ne dégénère pas et que ça ne se traduise pas par une escalade qui soit une escalade militaire ou guerrière. Bon, force est de constater que, malgré tout, ça a dégénéré. Et on en est là aujourd'hui. Mais moi, je dis aux gens... Ça a dégénéré avant, avec la Crimée, à l'époque où Jean-Luc Mélenchon disait bravo, elle ne sera pas dans l'OTAN. La Crimée est perdue pour l'OTAN, tant mieux. 2014. Oui, mais bon, si vous voulez, on peut prendre des déclarations, mais chacun ira voir aussi. Et je ne peux pas être d'accord avec le fait qu'on franchisse une frontière. Jean-Luc Mélenchon le disait déjà à l'époque. Donc, si vous voulez, bon, faites attention, s'il vous plaît, avec les extraits un peu sélectionnés par rapport aux autres. Une politique. Non, mais je ne conteste pas qu'il ait dit ça. Je vous dis qu'il a dit d'autres choses en même temps. Je pense que les questions internationales
internationales, elles sont suffisamment complexes, elles méritent suffisamment de nuances pour qu'on les traite sérieusement. Maintenant, je dis à ceux qui nous écoutent, notre position, elle est extrêmement claire. C'est la position qu'on appelle la position du non-alignement, ce que Christian a présenté à l'instant, et la position la paix. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Quelle doit être notre boussole? Qu'est-ce qu'on doit faire? Tout faire pour établir la paix. Alors ça va vous faire plaisir, parce que je vais venir à ce qu'il faut faire maintenant et pas juste à se tourner vers le passé. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Il y a un débat qui est monté dans différents pays, notamment chez nos voisins espagnols. Vous avez vos camarades de Podemos qui ont été assez titillés sur cette question. C'est la question des livraisons d'armes. Jean-Luc Mélenchon, j'évoquais l'émission de jeudi soir sur France 2, a dit très clairement, moi président, il n'y aura pas de livraison d'armes. Si c'est ça votre motivation, votez pour quelqu'un d'autre. Pourtant, dans le droit international, livrer des armes, ça ne fait pas d'un pays un co-belligérant, et même au sein de la gauche anti-impérialiste, pas suspecte d'être pro-OTAN, va-t-en guerre ou je ne sais quoi, il y a des voix qui s'élèvent pour dire, attendez, c'est un acte de solidarité normal, en tout cas qui serait nécessaire, avec un peuple agressé. Donc pourquoi est-ce qu'il y a un tel blocage sur cette question des livraisons d'armes ? Parce que c'est une question extrêmement sensible alors qu'un conflit est en cours et que de fait on n'a pas toutes les informations qui seraient nécessaires pour se positionner précisément. Quelles informations? Le risque de rajouter, de provoquer une conflagration plus large, c'est ça que vous dites? Oui, je pense qu'on a une responsabilité dans une campagne présidentielle sur un sujet comme ce conflit qui est en cours là, qui nous fait prendre cette question avec prudence. Donc on a su d'abord que la France avait envoyé du matériel défensif, puis offensif. Les informations nous sont parvenues au compte-gouttes. C'est encore le président de la République qui en a le plus. Donc nous, ce qu'on dit, c'est que mais tous les États beaucoup d'États. Oui, non, c'est une réalité, mais des informations qu'on a et des analyses des experts qu'on a pu lire et étudier, il y en a qui disent c'est utile au cas où le conflit dure et au cas où il faille apporter ce soutien à l'Ukraine. Il y en a d'autres qui disent que ça ravive des tensions. Voilà, donc nous, les tensions, elles sont là, ça risque pas vraiment de on reste extrêmement prudent sur cette question des livraisons d'armes. Vous ne pouvez pas être indifférent au fait de savoir, enfin je veux dire, est-ce que ça se traduit par le fait d'augmenter la souffrance de la population ukrainienne parce que ça renforce l'armement aussi de l'adversaire? Deux, à qui? On sait à qui on envoie les armes, on ne sait pas forcément qui les reçoit. Ouais. Je veux dire, il y a des régiments, il y a des régiments dans l'armée ukrainienne. Je ne sais pas ce qui va se passer dans 5 ans, dans 10 ans. Les armes, elles circulent après. Je veux dire, ce sujet, on ne peut pas être complètement étranger à cette question. C'est quand même important de se poser cette question. Et troisièmement, et ça c'est clair, et là, je pense qu'on peut le dire de manière catégorique, nous, on ne pense pas qu'il y ait une issue qui soit une issue militaire à ce conflit. Voilà. Et ça veut dire que quand l'Ukraine demande, par la voix de son président, des armes, on dit non, désolé, on peut pas. Alors même qu'il y a une agression. Mais je dis pas ça. Mais d'abord, la co-belligérance, si vous voulez, vous en donnez une définition juridique, mais par définition, le sujet, il est davantage politique. Vous êtes co-belligérant à partir du moment où la personne qui agresse considère que vous l'êtes. Il va pas aller regarder les textes pour savoir si vous avez franchi la ligne rouge ou pas. Bon, premièrement. Deuxièmement, bien sûr qu'il faut les aider. Mais il y a d'autres manières, selon nous, de les aider que la manière militaire. Mais ils nous disent tous, quand on les interroge, que à tous les niveaux de pouvoir, soit le citoyen sous les bombes ou les responsables ukrainiens, ils disent tous, on veut pas forcément là de votre aide humanitaire, c'est pas ça, ou de médicaments, on veut des armes. Mais c'est normal qu'ils disent ça, ils sont en train de se défendre contre une agression qui est mais donc du coup, on répond pas. Mais notre responsabilité, c'est de savoir si c'est utile pour rétablir la paix ou pas. Bon, c'est ça notre responsabilité à nous. Et notre responsabilité, c'est d'essayer, par ailleurs on le fait, tout le monde le sait, donc on n'est peut-être pas obligé de le claironner, y compris parce que vous savez très bien... C'est-à-dire on peut le faire sans forcément le claironner. Ça pourrait être ça la voie, la solution. Voilà, mais sur ces sujets-là, c'est suffisamment sensible pour que vous disiez pas, bon, alors on va livrer telle arme, telle arme, telle arme, telle arme, et puis on va passer par tel endroit pour les envoyer. Vous savez très bien qu'on est... Ce que fait pas la France, en l'occurrence, sont assez discrets. Voilà, donc on n'est pas obligé trop d'en rajouter. Du coup, l'alternative, elle est que humanitaire pour vous? Non, elle est politique. Diplomatique. Elle est diplomatique, elle est économique. Je sais pas si mais en gros, nous on n'est pas hostile aux sanctions, par exemple, mais il faut parler de quelles sanctions on parle. Je crois que l'objectif, ça doit être d'isoler Poutine. Et l'isoler, ça veut dire l'isoler sur la scène intérieure, donc l'isoler par rapport à la population, parce que vous savez qu'il y a un mouvement anti-guerre, il est peut-être pas suffisamment développé, mais il existe aussi. Donc il faut isoler la population de l'oligarchie russe qui domine aujourd'hui. Des sanctions qui frappent l'ensemble de la population et qui à la fin produisent le résultat contraire, qui est celui qui doit être notre objectif, c'est-à-dire soudre la population autour de Vladimir Poutine. C'est le cas là, les sanctions sont... Je ne sais pas, mais les dernières sanctions
qui ont été mises en place il y a quelques années, franchement, elles n'ont pas été très à notre avantage. Elles nous ont surtout pénalisé, nous. Elles ont fait travailler les Russes sur leur autonomie stratégique, alimentaire, etc. Je ne suis pas sûr que ça a été une très grande réussite. Ouais. Je te laisse poursuivre peut-être. Non, justement, je voulais peut-être dépasser le cas ukrainien parce que vous avez employé ce terme qui est clé dans votre programme de non-alignement et qui va de pair avec ce que vous appelez la diplomatie altermondialiste. Et là où il y a un lien avec l'actualité ukrainienne, c'est que cet épisode ukrainien, ce qu'il semble montrer, mais vous allez peut-être me démentir, c'est que pour l'instant, les partenaires pour une politique altermondialiste tournée vers les biens communs, post-hégémoniques, ces partenaires-là, ils sont assez inexistants. On a évoqué la Russie, on pourrait évoquer la Chine, c'est deux plus grandes puissances en dehors des États-Unis, qui sont deux versions de capitalisme autoritaire qui se soutiennent l'une l'autre. Et on a, si on regarde des forces plus proches de votre identité politique, dans les gauches latino-américaines, à part peut-être au Chili, la plupart des personnalités de gauche ont eu soit des condamnations vraiment très molles de l'invasion, beaucoup plus molles que ce que vous avez pu faire, voire certains ont carrément inversé les responsabilités de l'invasion. Donc, ils sont où ces partenaires pour faire, si vous arrivez au pouvoir, là, en avril prochain, en mai prochain, où sont ces partenaires pour pratiquer cette diplomatie altermondialiste? Mais c'est un signal d'alerte ce que vous êtes en train de dire. Plutôt que de dire tel pays la mal agi et tel pays la mal agi, ça devrait nous interroger tous sur pourquoi, quand il y a un acte aussi inacceptable que celui-ci, il n'y a pas une condamnation unanime de l'ensemble de la communauté internationale. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui se posent des questions sur le rapport aux États-Unis, sa place sur la scène internationale. Qu'est-ce qu'ont fait les États-Unis depuis... Voilà. En fait, en Amérique latine, il y a une tradition de coup d'État qui fait qu'on comprend ce genre de position. Mais tout de même, ça pourrait être des partenaires. Je ne suis pas en train de dire que je suis d'accord avec eux, par ailleurs. Hein. Je vais être très clair, mais je trouve juste que ça devrait nous interroger, premièrement. Deuxièmement, les coalitions altermondialistes, elles existent. Les coalitions altermondialistes, il faut les travailler. Par exemple, en ce moment, je reviens, sur l'Ukraine, mais pour donner des exemples. Je disais isolé sur la scène intérieure. Et ça fait le lien avec votre question. Mais il faut aussi isoler la Russie sur la scène internationale. Et pour isoler la Russie sur la scène internationale, moi, ce que je reprocherais, par exemple, à Emmanuel Macron, et je ne lui reproche pas tout sur le sujet, vous voyez, mais ce que je lui reprocherais, c'est qu'il ne faut pas discuter contre Européens ou que les Européens avec les Américains. Il doit y avoir une action diplomatique pour essayer d'isoler les Russes, y compris de gens qui, aujourd'hui, ne sont pas extrêmement clairement positionnés contre eux. Il faut les isoler pour les obliger à revenir à la table des négociations. Et ce que je dis, franchement, c'est pas extrêmement original. Dominique de Villepin dit la même chose, Hubert Védrine dit la même chose. Enfin, je ne crois pas que ce soit des gens avec qui on a énormément de proximité politique. Donc il y a un travail de diplomatie à faire pour faire exister une coalition altermondialiste qui isole Poutine, y compris sur la scène internationale. Et ça, par exemple, je pense que ce n'est pas suffisamment fait aujourd'hui. Pauline? Oui, alors donc pour revenir un petit peu plus à froid sur cette stratégie du non-alignement, de l'indépendance de la France, ce week-end, il y avait une rencontre entre Mélenchon et quelques journalistes, et il a dit comme ça, en fait, voilà, je me rends compte que cette histoire, cette guerre en Ukraine, ça me renforce dans mon idée que la France doit pouvoir se défendre seule. Voilà, donc en fait, ma question c'est, visiblement, en fait, est-ce que ça ne conduit pas à une explosion des coûts de défense si vous êtes au pouvoir la prochaine fois? Enfin, qu'est-ce que ça veut dire se défendre seul? Un programme très ambitieux sur d'autres aspects, sociaux, économiques, écologiques. Je ne sais pas si Clémence, tu veux... Est-ce qu'on a les moyens de cette indépendance finalement? Oui, on a les moyens de cette indépendance. Bon, ça vous aura pas échappé, on a chiffré l'entièreté du programme. Bon, donc, est-ce que ça a changé du coup la guerre en Ukraine? Enfin, par exemple, sur, non, pas du tout. Le but c'est pas de surarmer la France dans une optique de faire peur davantage avec un arsenal militaire. Enfin, je veux dire, c'est pas exactement ça qu'on défend comme position. C'est le non-alignement et puis prôner la paix le plus possible. Donc investir dans le réseau diplomatique que d'ailleurs Macron n'a cessé d'affaiblir pendant les 5 années, qui font que peut-être aussi on se retrouve un peu démunis dans la situation d'aujourd'hui. Et puis se donner les moyens de l'indépendance, c'est peut-être pour arriver à la question de l'OTAN, c'est aussi sortir d'une logique dans laquelle on veut nous amener avec l'Union européenne, l'Europe de la défense, l'OTAN, le commandement intégré de l'OTAN, qui pour nous entraîne dans des situations où on a les mains liées et où on ne peut pas prendre de décision. Et sur quelle situation on a les mains liées dans l'OTAN? Parce que ceux qui défendent l'OTAN
disent tout le temps, mais attendez, on est à part défendre ceux qui se font attaquer, c'est évidemment, c'est l'article 5. Mais bon, après tout, est-ce que vous seriez contre être solidaire, je ne sais pas, des pays baltes, par exemple? Sinon, ils disent, si l'OTAN est agressive, on n'est pas obligé de les suivre, comme on n'a pas suivi les États-Unis en Irak. Mais justement, à se protéger collectivement. Mais à quoi ça sert de se protéger collectivement? Non, mais soit c'est une alliance où on s'engage protection mutuelle. Oui, c'est ça. Oui, mais alors c'est un argument. Donc si c'est le cas, ça veut dire que ça nous engage. Oui. Bon, donc mais sur de la défense, pas de l'agression ou de l'annexion. Des conflits militaires décidés par l'OTAN, malheureusement, depuis 20 ans, ça a existé. Je vous rappelle la Yougoslavie où c'était pas. Mais que la France n'était pas obligée. Effectivement. Mais c'est ça que je vous dis. Non, mais bon, à quoi prenons le sujet dans sa globalité. Quelle raison a l'OTAN de continuer à exister aujourd'hui? Pourquoi? On sait très bien que c'est une alliance militaire. Je pense que dans les pays baltes, ils pourraient vous répondre. Hein. Ils nous répondront si vous voulez. Mais il me semble qu'on n'est plus dans la logique d'affrontement entre blocs. Maintenant, on va voir. Parce que ce qui est en train de se passer là redéfinit la carte à l'échelle internationale, c'est une évidence. Mais ce que nous disons sur ce sujet, quand on parle d'indépendance, ça ne veut pas dire on n'est jamais allié avec personne. Ça veut dire la possibilité de choisir nos alliances en fonction des situations. Parfois de dire aux États-Unis d'Amérique, non, là, le conflit dans lequel vous êtes en train de vous engager, c'est sans nous. On l'a fait, la France, avec Jacques Chirac, quand les États-Unis sont allés en Irak. Qui était dans l'OTAN. Bien sûr, mais je vous rappelle qu'on n'était plus dans le commandement intégré. Et Jacques Chirac qui cherchait à réintégrer le commandement intégré. Avant Sarkozy, il a cherché à le faire. D'accord, mais à l'époque, on n'était pas dans le commandement intégré. Et quand c'est les Russes qui font quelque chose qui n'est pas acceptable et avec lequel on ne se retrouve pas, on dit aux Russes, non, on n'est pas d'accord avec vous, c'est pas possible de faire ça. Donc, c'est juste ça, c'est avoir une position. C'est pas une position très originale. Honnêtement, c'est la position assez traditionnelle de la France, de pouvoir dire... Peut-être pas la sortie de... Pardon, je repose la question de Pauline, parce qu'il me semble que vous êtes passé un peu vite. Certains spécialistes qui disent, mais finalement, l'OTAN, comme c'est de la protection mutuelle, aussi, ça mutualise certains coûts. Ça nous empêche, ça nous évite, en fait, de devoir nous protéger sur toute une série de secteurs, que ce soit les circulations maritimes, les arsenaux que vous évoquiez, etc. Et donc, si on n'est plus du tout dans l'OTAN, qu'on doit assumer seul notre défense, puisqu'il n'y aura plus d'alliance militaire pérenne, c'est écrit dans votre programme, est-ce que vous n'êtes pas en dessous de la main de ce que ça va vraiment coûter? Si on se fie à votre programme, ce sera de l'ordre de 50 milliards, c'est ce que vise Macron, mais intégré à une alliance militaire pérenne qui est celle de l'OTAN, avec le parapluie américain derrière, qui est massif. Discuter avec, on l'a fait, avec notamment les instances militaires en France, c'est pas ce qu'on vous dit. On a les moyens de notre propre indépendance. Avec 50 milliards par an. Mais par ailleurs, on a quand même quelque chose, excusez-moi, même si ça mériterait quasi une émission en entier, on a quand même quelque chose qui s'appelle la dissuasion nucléaire aujourd'hui, qui nous donne quand même une certaine force et une certaine capacité à se défendre aussi, même si on voit bien dans la situation actuelle qu'elle pose plein de débats tactiques, stratégiques. Qui n'ont pas lieu, ces débats, justement. Pourquoi ils ont... Oui, qu'on pourrait avoir, d'ailleurs. C'est-à-dire, ce dont on devrait discuter aujourd'hui, c'est quoi, véritablement, la place de la dissuasion nucléaire aujourd'hui? Parce que ça conduit à un résultat quasi inverse, c'est-à-dire que le premier qui prend l'avantage, à la fin, vous pouvez pas répondre, parce que si vous répondez, vous vous mettez dans la difficulté de pouvoir en face avoir une riposte nucléaire. Donc je trouve que ça, par exemple, c'est des sujets. Mais je suis pas certain, si vous voulez, que la participation à l'OTAN règle ce sujet ou cette question. Donc, en tout cas, nous, on fait pas cette analyse. On fait l'analyse que, du point de vue de notre programme, du point de vue de notre capacité à nous défendre, la participation à l'OTAN ne nous le garantit pas et elle nous pose un certain nombre de difficultés. Un alignement qui est certes pas automatique, mais qui est assez naturel sur les aventures guerrières des États-Unis d'Amérique, une dépendance en matériel, puisque vous savez très bien que pour participer à l'OTAN, il y a un certain nombre de matériaux que vous devez utiliser qui sont produits aux États-Unis et donc vous voulez tout rapatrier en termes de composantes et de capacité à produire nous-mêmes notre matériel militaire. Bon, ça pose un certain nombre de sujets, mais ça mériterait quasi un débat de spécialistes sur l'OTAN. Voilà. Bonsoir à toutes et à tous. Mediapart diffuse ce mercredi 30 mars un documentaire exceptionnel. Il s'appelle « Ils ne nous effaceront pas, le combat des femmes afghanes ». Il a été réalisé par Rachida El Azouzi de Mediapart et Mortaza Beboudi. Ils sont dans À l'air libre ce soir, ainsi que la journaliste Solène Chalvon-Fioriti et l'artiste franco-afghane Koubra Kademi. Bienvenue, c'est À l'air libre, l'émission quotidienne de Mediapart.
Mais d'abord, retour sur la campagne présidentielle du côté des Républicains. Hier, mardi 29 mars, Valérie Pécresse était en déplacement à Roubaix dans le Nord. La candidate LR voulait frapper fort pour continuer à exister dans la course avant le premier tour de la présidentielle qui est dans 11 jours. Avec moi, Célia Mebroukine, journaliste à Mediapart. Salut. Salut. Célia, avec Ilyes Ramdani, vous avez publié hier un article sur Mediapart dans lequel vous parlez d'un grossier coup de com'. Pourquoi ? D'abord, il faut imaginer la scène. On imagine Valérie Pécresse avec une meute de journalistes qui remontent une partie de la rue de la Noix, qui est une rue commerçante du centre-ville de Roubaix. La déambulation dure en tout et pour tout une grosse demi-heure, sans vraie rencontre avec les habitants. Donc déjà, ce qu'on peut commencer par dire, c'est que Valérie Pécresse n'a pas vu Roubaix. Elle a fait un aller-retour à Roubaix avec photographe et caméra. Et avec Ilyes Ramdani, on s'est penché sur une vidéo tournée pendant cette déambulation dans laquelle la candidate s'adresse aux journalistes devant une boutique de la rue. Les Roubaisiens, ils ont le droit à l'ordre et ils ont le droit à la République. Voilà. Et je veux donner au maire et au préfet le pouvoir de fermer administrativement des commerces dans lesquels se vendent des écrits qui sont contraires à la République. Et là, on a, la démonstration qu'on venait faire. On venait montrer ce commerce et bien, il vient de fermer son rideau pour qu'on ne voit pas les livres qu'il vend. Et bien, aujourd'hui, il faut se donner les moyens de lutter contre cet islamisme et ces prêcheurs de haine qui vendent des livres contraires à la République. Cette vidéo est relayée sur le compte Twitter de la candidate. Elle parle d'une librairie islamiste, d'établissement prêcheur de haine et promet la fermeture définitive du magasin si elle est élue. Sauf qu'en fait, ce magasin n'est pas du tout une librairie islamiste, c'est une boutique de coffrets cadeaux qui vend de tout, nuisettes, soutien-gorge, bougies parfumées, des Corans, des tapis de prière, en effet aussi, et j'en passe. Et on peut dire ça parce que on connaît cette boutique. Avec Bérénice Gabriel, on avait rencontré sa propriétaire Aïcha le 18 février. Voilà, bienvenue. En fait, chaque meuble dans les rayons représente un certain univers. Ici, c'est vraiment l'univers lié à la personnalisation. Là, c'est un peu plus féminin, tout ce qui est accessoires, des cosmétiques toujours féminins. Là, on arrive doucement vers tout ce qui est un peu plus religieux. Donc là, par exemple, ce sont des tapis, des livres et des Corans, rayon alimentaire. Et là-bas, c'est mon rayon homme. Donc tout ça, c'est mon coin enfant. Les poupées, voilà, elles sont là. Elles seront toujours là. Il n'y a rien d'illégal, donc je continuerai à les vendre. Et c'est d'ailleurs à cause de ces fameuses poupées sans visage qui avaient fait polémique que vous lui aviez rendu visite. Exactement, on souhaitait lui donner la parole après une séquence du reportage de Zone Interdite tournée dans son magasin qui avait fait polémique à l'époque à cause justement de ces poupées sans visage. Et en réalité, ce n'est pas étonnant que Valérie Pécresse choisisse ce magasin. Cette déambulation, elle a été pensée par Amine Elbaï, candidat LR aux futures législatives à Roubaix, qu'on voit ici avec Valérie Pécresse sur une photo prise pendant le déplacement. C'est lui qui avait joué le rôle de lanceur d'alerte auprès de Zone Interdite. Et quand Ilyes Ramdani l'a contacté hier soir, Amine Elbaï en a d'ailleurs remis une couche en disant « Quand on n'a rien à se reprocher, on ne ferme pas ». Vous avez eu, avec Ilyes, la gérante du magasin au téléphone, celle qu'on ne voit pas finalement dans les images que montre Valérie Pécresse. Qu'est-ce qu'elle vous a dit ? Eh bien justement, elle explique en fait pourquoi elle a fermé son rideau. Elle dit qu'elle ne souhaitait pas être une bête de foire et qu'elle avait peur que la candidate décide de rentrer dans son magasin avec les journalistes. En fait, était hors de question pour elle de revivre cette surexposition médiatique qu'elle avait vécue après Zone Interdite. Et elle avait dû fermer d'ailleurs son magasin pendant à peu près un mois après la diffusion du reportage. Elle est aussi choquée évidemment qu'on l'accuse d'être une islamiste, ce qu'elle considère comme une insulte. Et dans le quartier, on n'a pas du tout compris cette opération de com'. J'ai eu au téléphone hier soir le président de l'association des commerçants de la rue de la Noix qui semblait dépité. Il parle d'un acharnement au service des ambitions personnelles de la candidate LR. Merci Célia, quelle belle campagne présidentielle. On lit votre article, toujours aujourd'hui bien sûr, sur Mediapart avec Ilyes Ramdani. Et on te retrouve très vite dans cette émission. La suite.
invités vont arriver sur ce plateau. Le 23 mars dernier, les talibans ont interdit aux jeunes collégiennes et lycéennes afghanes de reprendre l'école. On a vu un peu partout ces images de jeunes filles en larmes qui revenaient chez elles, ne pouvaient pas aller à l'école. Revirement de dernière minute, pas forcément surprenant, on y reviendra vu la vision intégriste que les talibans ont des femmes. En tout cas, 7 mois après la prise du pouvoir par les talibans, eh bien, la situation des 14 millions de femmes afghanes est plus terrible que jamais. Et Mediapart diffuse à partir d'aujourd'hui un documentaire exceptionnel. Il s'appelle « Ils ne nous effaceront pas, le combat des femmes afghanes ». Et il est réalisé par vous deux, Rachida El Azouzi, journaliste à Mediapart, salut, et Mortaza Beboudi, tu es un journaliste franco-afghan et c'est toi qui étais derrière la caméra pour ce documentaire. De Kaboul à Herat, en passant par Bamiyan, Kandahar, c'est l'histoire de 4 femmes afghanes, on va donner leur nom, Rorshana, une militante féministe, Zarguna, qui est une femme médecin, Sadaf, une journaliste, et Asiya, une youtubeuse dans les montagnes, qui vous ont livré leur témoignage. Un documentaire à voir en intégralité sur Mediapart pour nos abonnés. On va voir un premier extrait dans un instant, et pour échanger avec vous aujourd'hui, 2 invités. La première, elle est avec nous, Solène Chalvon-Fioriti, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste, réalisatrice de documentaires, vous aussi, vous avez longtemps vécu en Afghanistan. Vous en revenez d'ailleurs tout juste, je crois, et vous venez de publier ce livre, La femme qui s'est éveillée, une histoire afghane aux éditions Flammarion. C'est un récit au cœur d'un réseau féministe qui distribue des pilules avortives sous le manteau partout dans le pays. Et avec nous en visio depuis New York, l'artiste plasticienne Koubra Rademi. Bonjour. Bonjour. Koubra, vous avez fui l'Afghanistan en 2015, on y reviendra parce que vous étiez menacée après une performance artistique dans la rue qui avait déplu aux talibans, mais pas juste aux talibans. Vous êtes actuellement aux États-Unis en résidence artistique et vous venez de réaliser l'affiche du prochain festival d'Avignon. Voilà pour la présentation. Rachida, Mortaza, votre documentaire, rentrons tout de suite dans le sujet, donc on peut voir sur Mediapart ce documentaire. Il commence avec une première scène assez impressionnante. Nous sommes le 23 janvier dernier, vous êtes à Herat, la 3e ville du pays dans l'Est. Plus d'1 millier de personnes forcent les grilles de l'administration locale pour implorer les talibans d'assurer leur survie en pleine crise alimentaire. Et parmi elles, il y a de très très nombreuses femmes. Rachida, extrême tension ce jour-là, que se passe-t-il précisément? Alors, ce sont essentiellement des familles de déplacés internes à l'intérieur du pays, donc qui ont été déplacés par la guerre, mais aussi par la sécheresse ou par la pauvreté, et qui sont devant les portes de l'administration talibane à la recherche d'une aide alimentaire, du minimum vital, et il s'agit ici de recevoir en gros un colis avec une tente, des réchauds, une marmite, mais même pas la nourriture. Ce sera une autre bataille d'aller chercher la nourriture. Et on rencontre plusieurs femmes, à l'instar de Rokaya, qui est une jeune mère de famille, et qui, elle, a vendu sa fille, parce qu'en Afghanistan, oui, on peut vendre sa fille, pour que le reste de la famille puisse vivre, survivre, manger à sa faim. Ce n'est pas nouveau, cela a toujours existé, mais il est vrai que depuis le retour au pouvoir des talibans, il y a 7 mois, la tendance est en train de prendre de l'ampleur. Alors, ce qu'il faut dire aussi, c'est que ce sont les femmes qui sont ici en première ligne, les femmes et les enfants. Ce sont elles qui portent tout, les enfants, la vie, le foyer, et elles ont cette charge aussi qui est de trouver la nourriture, de permettre à la famille de vivre. Et on est dans un pays qui est l'un des plus pauvres au monde, un pays qui est d'autant plus vulnérable que depuis le retour des fondamentalistes islamistes, l'aide internationale, qui était le principal réservoir, ce qui permettait au pays de survivre, a été coupée. Et donc aujourd'hui, on a plus de la moitié de la population afghane qui est dans l'insécurité alimentaire,
qui est menacé par la famine. Alors, beaucoup de femmes qui étaient des activistes ou qui sont ciblées par les talibans en raison de leur personnalité, de leurs engagements, de leur métier parfois, celles en tout cas qui n'ont pas pu quitter le pays, vivent souvent terrées par peur des représailles. Mais vous avez dans votre documentaire cette jeune femme qui s'appelle Sadaf. Elle est en Afghanistan, une des dernières journalistes à la télévision, encore en exercice malgré cette répression. Et elle vous a raconté pourquoi c'est important de continuer. Latif said, "You're one girl, you cannot prolong your education. Because of that, I'm the first person in our relative and in our village that start their education, prolong their education. Being a journalist, it was impossible for them. But nowadays, whenever they're seeing me on the screen of television, one of them sent me one message. It was impossible or incredible for me that they said, we appreciate you. Because of that, I show for them I can, and girls also can some things. Now, in this difficult situation, I took the side to be a presenter. Whenever we want, lots of people said, it's impossible for you. But I said, no, it's not impossible. Whenever you want, you can reach in your purpose and destination. Even with lots of limitation, with lots of difficulty you face, you can reach in your purpose and destination. Aujourd'hui, Sadaf est sur une liste d'évacuation vers la France. Mais elle attend toujours son passeport. Sa demande reste bloquée par les talibans. Mortaza, que risquent ces femmes qui vous ont parlé? Que risquent-elles quand elles vous ont parlé? Quels risques elles encourent? Est-ce que c'est difficile d'arriver à les convaincre de parler? Oui, d'ailleurs, c'était très difficile de parler avec elle et dire que voilà, ça sera publié en France et ça sera diffusé dans un média ou réservé que pour les abonnés. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, on vient de sortir le documentaire et il est réservé aux abonnés de Mediapart. Donc, on a parlé aussi, moi j'ai parlé notamment avec Sadaf. Sadaf, j'étais très étonné. Elle m'a dit, toutes les femmes d'ailleurs, toutes les 4 femmes, elles m'ont dit, Mortaza, moi je veux parler à visage découvert. Même si je risque ma vie. Donc en même temps, on voit qu'en fait, oui, elles risquent la vie, mais elles veulent parler en fait. Elles veulent montrer leur visage. Comme Asia a dit dans son vidéo, moi je veux encourager les femmes afghanes de se montrer, de porter leur voix, de dire que nous, oui, on peut montrer, on n'a pas peur de se montrer, montrer nos visages, de dire quelque chose devant une caméra. Donc, c'était très encourageant, courageuse ces femmes. Et d'ailleurs, on voit ça comme Sadaf, elle est une des rares présentatrices restées en Afghanistan. Elle travaille à Tele TV. Rachida, peut-être un mot là-dessus. Ouais. Elles risquent leur vie vraiment, et ça, nous, on en a évidemment pris conscience sur le terrain, mais comme l'a dit Mortaza, elles insistent pour que le monde aussi les voit, ne les oublie pas. Parce qu'elles ont toutes le même discours finalement, il faut qu'on témoigne, il faut qu'on parle. Exactement, et elles ont aussi le sentiment, tout particulièrement, que l'Occident les a lâchées, les a abandonnées, et elles savent aussi, elles ont une profonde amertume en elles, elles savent qu'elles ont aussi servi d'alibi ces dernières décennies, notamment pour intervenir militairement dans leur pays, puisqu'il était question aussi de sauver, d'émanciper les femmes afghanes. C'est-à-dire on parle beaucoup d'elles, mais finalement on les entend assez peu. Complètement. Et quand je dis elles risquent leur vie, oui, elles risquent non seulement d'être harcelées par les talibans, qui fouillent les maisons, qui recherchent les activistes féministes, elles risquent aussi, même certaines de disparaître, certaines d'être tuées, c'est arrivé, et cela arrivera malheureusement à encore. Donc c'est important, oui, de souligner le courage. Voilà, on a vraiment rencontré le courage en Afghanistan. Ouais, c'est ce que montre votre documentaire, qui montre d'ailleurs d'autres formes de résistance. En l'occurrence, une résistance quotidienne pour que les garçons et les filles continuent d'étudier ensemble. Vous êtes allé dans un autre endroit, la vallée de Bamiyan, la fameuse vallée des grands Bouddhas, détruite par les talibans au début des années 2000, où les enfants des deux sexes apprennent l'anglais ensemble. Nous avons rendez-vous avec une jeune femme qui organise avec son père une résistance, alors que les talibans interdisent l'école aux collégiennes et lycéennes. Des cours d'anglais en mixité dans la petite mosquée du village qui réunissent des filles et des garçons âgés de 4 à 20 ans.
باش يروح شحال نمشي admission بخاطر كي قبل السياسه ما تقايم admission I need to learn English language. There is an English institute. There is an English. How are the teachers and system? How are the teachers and system? The teachers are excellent and the system is useful. Mount, ma. Get. I need to go to an institute. What do you need to learn? I need to learn English language. I need to learn English language. There is an English institute near here. Where is it? Encore un mot là-dessus, Rachida et Mortaza, avant que je passe un peu la parole à Solène Chalvon-Fioriti. Ce qui se passe là, faire étudier ensemble des filles et des garçons, situation évidemment que nous connaissons quotidiennement, c'est risqué. Extrêmement risqué. Les talibans exigent aujourd'hui une stricte ségrégation des sexes. C'est pour ça qu'il n'y a pas eu d'école, d'université depuis leur prise de pouvoir en août. Ils étaient en train de préparer, de mettre en place un système qui allait permettre une stricte ségrégation des sexes, à la fois dans les universités, les collèges, les lycées, les écoles, mais aussi sur le trajet, les bus, les microbus, permettre que les femmes étudient le matin, les hommes un peu plus tard à des horaires décalés, en tout cas que ni les hommes ni les femmes ne puissent se croiser. Donc là, c'est extrêmement risqué de faire cela, et ce sont des résistances qui existent, et d'autres initiatives sont en cours aujourd'hui, à l'heure où les talibans ont interdit le collège et le lycée aux adolescentes. C'était la semaine dernière. C'est la ligne la plus dure des talibans qui l'a emporté au sein du mouvement, alors que ils avaient normalement mis en place un système qui allait permettre aux jeunes filles de continuer à étudier. Donc ici, c'est très intéressant aussi, parce qu'elles sont en train d'apprendre l'anglais. Il et elle sont en train d'apprendre l'anglais. L'anglais, non pas parce que c'est la langue de l'ancien occupant, mais c'est aussi parce que c'est la langue de l'avenir, nous a dit le professeur. Une langue qui peut permettre d'étudier ensuite à l'université, mais aussi qui peut permettre d'aller à l'étranger. Et là, les talibans, en interdisant, en déniant le droit à l'éducation aux jeunes filles, aux femmes, ils assassinent non seulement leur avenir, mais c'est aussi l'avenir de tout le pays qu'ils sont en train d'assassiner, un pays qui est exsangue du fait de ces décennies de guerre, de la famine, de la misère. Solène Chalvon-Fioriti, vous avez vu ce documentaire, ces images. Vous-même, vous revenez d'Afghanistan, je l'ai dit, depuis les talibans, en quoi précisément la situation des femmes a empiré? On a l'impression que finalement, ce qui est montré dans ce documentaire, c'est à la fois un mélange de répression, mais aussi de résistance quotidienne. Non, ce qui est certain, c'est que rien de bon, en fait, rien de meilleur ne va advenir pour les Afghanes depuis que les talibans sont au pouvoir. Je veux dire, là, malheureusement, il n'y a pas de doute là-dessus. C'est un avenir qui se dessine très sombre. Il y a pas de doute à avoir à ce niveau-là. En revanche, il y a quand même quelque chose de très différent, je pense, aujourd'hui et il y a 20 ans, c'est que les Afghanes, elles ont des armes dont elles ne disposaient pas du tout à cette époque-là. Regardez les images, elles parlent d'elles-mêmes. Quand vous voyez des gamines de 10 ans qui manifestent à Kaboul, je rappelle qu'il n'y a personne pour les défendre. Il n'y a plus l'armée afghane, il n'y a pas un soldat de la coalition internationale, et l'ONU, comme elle l'était d'ailleurs depuis 10 ans, est bunkérisée complètement et ne sort pas de son compound. Donc ces gamines, en fait, elles nous donnent quand même une leçon de courage physique inouïe. Mais c'est aussi parce qu'elles savent de quels outils elles disposent. Et c'est essentiellement les réseaux sociaux, puisque la grande force de l'Afghanistan de ces 20 dernières années, c'était l'explosion des médias dans un pays qui est entouré de pays extrêmement répressifs sur la question de la liberté de la presse. Bon, il ne faut pas se mentir, il y a 150 médias qui ont disparu là en 7 mois, donc de toute façon les médias sont en perdition totale, et nous bientôt, puisqu'il n'y a plus de publicité, puisqu'il n'y a plus de contenu, et surtout puisqu'il n'y a plus d'argent, ils risquent de disparaître complètement, ou en tout cas de devenir des médias d'État. Les réseaux sociaux offrent dans les villes une caisse de résonance absolument folle à ces femmes-là, qui ensuite est amplifiée par des femmes comme Koubra, d'ailleurs, qui fait ce travail-là auprès de très nombreuses Afghanes de la diaspora, qui offre de la résonance encore à ce combat-là. Donc oui, la situation est terrible, oui, c'est évidemment très dur, mais moi je pense qu'en fait ce discours-là, ce discours toujours noir, qui a contribué quand même à beaucoup victimiser les Afghanes, et on a été très aidés dans ce discours, puisqu'on avait cette burqa qui les invisibilisait d'une certaine manière. Si on ne peut pas les voir, est-ce qu'on a vraiment besoin de les entendre? Vous voyez ce que je veux dire? Je pense que ça ne leur a pas rendu service, et que ça a participé en fait quand même à leur confisquer la parole et à beaucoup parler à leur place. Donc moi je veux croire que les Afghanes, et d'ailleurs elles vont à l'université, on a pu
s'en rendre compte ensemble en Afghanistan. Elles vont à l'université. Si elles vont à l'université, c'est bien qu'elles pensent qu'elles vont réussir à bosser un jour. Donc moi, je crois que les Afghanes à Kaboul et ailleurs dans le pays, elles vont se battre. Ce sera très difficile, mais je pense qu'elles vont quand même accomplir des grandes choses. Bonsoir, nous sommes le jeudi 31 mars 2022. Vous regardez À l'air libre, la quotidienne de Mediapart. Bienvenue au sommaire ce soir, une émission spéciale consacrée à la candidature du président sortant Emmanuel Macron. On parle de son bilan et de son programme sans lui, mais avec quelqu'un qui le représente ce soir, le secrétaire d'État Clément Beaune. Bonsoir Clément Beaune et bienvenue. Bonsoir. Vous êtes secrétaire d'État chargé des affaires européennes et ce soir vous êtes là pour permettre à celles et ceux qui nous regardent de comprendre la candidature d'Emmanuel Macron à sa réélection. Avec moi tout au long de cette émission, Hélène Salvi. Salut Hélène, responsable du pôle politique et tu suis Emmanuel Macron depuis 5 ans. Pourquoi vous et pas lui ? Parce qu'il n'a pas accepté notre invitation. Depuis 2018, Emmanuel Macron a refusé toutes les demandes d'entretien de Mediapart. C'est donc à vous et on vous remercie d'être là. Que revient ce soir la tâche de porter sa parole, sachant que, attention, c'est acrobatique, vous n'êtes pas son porte-parole officiel. C'est un choix qui a été fait par les équipes de campagne de ne pas avoir de porte-parole officiel. Pourquoi ? Écoutez, parce qu'il y a une campagne qui est forcément un peu particulière, qui est courte d'abord. Le président candidat, c'est d'abord le président, dans le sens où son agenda, sa responsabilité, c'est d'exercer sa fonction. Et donc, pour cette campagne courte, avec des règles que vous connaissez, qui sont très strictes aussi sur les temps de parole, là a été estimé, c'est un choix d'organisation, ce n'est pas forcément indispensable, même si vous voyez quelques figures qui sont des soutiens d'Emmanuel Macron, qui sont parfois aussi des membres du gouvernement, mais qui sont en complément, je le fais ce soir, mais d'autres le font comme moi ou plus souvent que moi, qui s'expriment et qui expliquent certains aspects du programme. Est-ce que justement qu'il n'y ait pas de référent comme ça n'a pas créé un peu de confusion dans l'expression publique ? Je ne crois pas. Il y a d'abord des expressions qui sont claires parce qu'elles sont autour du programme qu'a présenté le candidat. Il l'a présenté lui-même, longuement devant la presse, pendant plusieurs heures, en répondant aux questions. Et puis, il y a un certain nombre, pas tant que ça en réalité, de figures. Je pense à Gabriel Attal, à Bruno Le Maire sur les questions économiques notamment, parfois à Gérald Darmanin, moi-même de temps en temps sur des questions plutôt européennes ou internationales, qui nous exprimons en essayant de donner autant qu'on le peut la cohérence du programme. Nous ne sommes pas le candidat, mais je ne crois pas que ça soit... Il faut le surinterpréter. C'est une campagne qui est forcément un peu spécifique. C'est toujours particulier quand il y a un candidat, ce n'est pas nouveau, président sortant, qui est candidat. Et on a une campagne qui est très exceptionnelle, vu les... On va y revenir sur la guerre en Ukraine, justement. Mais qui évidemment impose aussi aux candidats de prendre du temps pour cette crise ukrainienne et russe. Alors, je donne un peu le menu. D'autres journalistes de la rédaction nous rejoindront pour vous interroger, non pas sur tout le programme, hein, on a fait des choix pour pas être là jusqu'à je sais pas quelle heure et vous laisser ensuite retourner à des activités de secrétaire d'État. Mais donc, on vous interrogera sur 4 points, la question sociale, l'écologie, les questions démocratiques et ce qui est à nouveau la grande cause du quinquennat, l'égalité femmes-hommes. On commence quand même avec quelques questions qui sont d'actualité et notamment l'affaire McKinsey, sur laquelle Emmanuel Macron a de nouveau été interpellé aujourd'hui. Pour rappel, un rapport du Sénat paru il y a quelques semaines qualifie l'influence des cabinets de conseil au sein de l'État de tentaculaire pour des prestations, je résume, pas toujours effectives, pas toujours efficientes. Ce rapport révèle aussi que la firme n'a pas payé d'impôts en France depuis 10 ans. Cette affaire est en train de devenir un boulet pour la campagne d'Emmanuel Macron, à tel point qu'hier, le gouvernement a sorti les rames. 2 ministres, Amélie de Montchalin, en charge de la fonction publique, et Olivier Dussopt, chargé des comptes publics, ont convoqué à Bercy une conférence de presse, durée 2 heures environ, 2 heures, notamment dans laquelle a été martelé ce principal élément de langage. Cette campagne présidentielle, qui se déroule dans un contexte inédit, marqué par le retour de la guerre, charrie son lot de fausses informations, de manipulations, de polémiques, qui nuisent au débat démocratique sur les idées et les projets portés par les candidats. Et ce thème des consultants n'échappe pas à cette mécanique et a donc justifié que nous nous réunissions aujourd'hui avec vous, compte tenu des attaques de plus en plus fortes et de plus en plus grossières. Quelques jours plus tôt, la question irrite Emmanuel Macron. D'abord, il n'y a aucun contrat qui est passé dans la République sans qu'il respecte la règle des marchés publics. Mise en concurrence, transparence, responsabilité de celles et ceux qui signent. Donc tout est clair là-dessus. Non mais donc, oui, sinon c'est du pénal. D'accord. Et donc que quiconque a la preuve qu'il y a une manipulation mette le contrat en cause au pénal. Interpellé aujourd'hui en déplacement à Fouras en Charente-Maritime, Emmanuel Macron s'est à nouveau défendu avec cet argument.
Quand vous avez, par exemple, vous devez faire des prestations informatiques, vous adaptez à la cybersécurité, c'est pas des compétences que vous avez dans l'État. Bon. Non, mais est-ce que c'est pertinent forcément de les créer dans la durée? Parce que quand vous embauchez un fonctionnaire, vous l'avez toute la vie. Quand vous êtes sur des missions ponctuelles, c'est pas une bonne utilisation de votre argent que de créer un emploi dont je vais payer, nous allons payer toute la carrière et la retraite. Et donc, il est tout à fait légitime de se dire, si j'ai besoin d'une mission, mais je prends quelqu'un pour la mission, soit un contractuel, soit un prestataire. Les collectivités locales le font beaucoup, les entreprises le font, il est normal que l'État le fasse. Amélie de Montchalin parle de polémique et de fausses informations. Quelles sont les fausses informations sur l'affaire McKinsey? Est-ce que le Sénat a donné de fausses informations? Non, mais vous avez bien vu l'histoire qui s'est écrite. Il y a un rapport du Sénat. Oui. Le Sénat est dans son rôle en tant que chambre du Parlement qui effectue un certain nombre de rapports, d'enquêtes. Puis il y a des choses qui sont tirées du rapport, parfois de manière un peu partielle ou partielle. Et puis il y a des contre-vérités, en effet. Quand on dit, par exemple, qu'il y a 1 milliard de contrats pour McKinsey, c'est pas exact. Et c'est pas écrit comme ça, d'ailleurs, dans le rapport du Sénat. Et c'est devenu, comme vous l'avez dit... Non, mais le Sénat explique que les dépenses de Conseil d'État au sens large ont dépassé le milliard d'euros. D'accord, mais c'est pas pareil que de dire McKinsey a eu 1 milliard d'euros. Vous serez d'accord avec ça? Ah oui, mais à la limite, le Sénat pointe déjà le fait que les cabinets de conseil occupent une grande part de dépenses, plus d'1 milliard d'euros en une année. C'est exactement ce qui est intéressant dans cette affaire. On parle de quelque chose qui est un vrai débat de fond, qui peut être un débat serein et polémique au bon sens du terme, où chacun a son opinion, qui est la place des cabinets de conseil. Ah, c'est pas des opinions, c'est des faits, hein, non, le Sénat. Après, il y a l'interprétation qu'on en fait, et surtout ce que ça veut dire. On peut avoir un débat, c'est pas un mauvais terme, sur le fait qu'il y a dans les collectivités publiques, mairies, départements, régions, y compris l'État, des recours à des cabinets de conseil. Il faut quand même dire de quoi on parle. On parle pour, en l'occurrence, dans les chiffres que vous avez donnés, c'est clair dans le rapport du Sénat, ça a été rappelé hier par les ministres, c'est 2/3, ces prestations annuelles, des prestations informatiques. Il y a un sujet qui n'est pas un sujet de polémique, qui est quelle est la place des cabinets de conseil dans la participation à la mise en œuvre de politiques publiques. C'est un vrai débat. C'est un vrai débat, légitime. Est-ce que là, ils sont à leur bonne place? Mais là, je pense qu'on est parti d'une question et d'un rapport sénatorial avec des chiffres, des faits, auxquels d'ailleurs, qui viennent principalement du ministère de Bercy, des ministères qui ont répondu, comme c'est la règle, évidemment, aux questions du Sénat, à une polémique qui est devenue McKinsey. Et on a tiré et amalgamé un fil avec l'idée qu'il y avait des connivences, qu'il y avait des irrégularités, qu'il y avait un seul cabinet de conseil qui était retenu par l'État. C'est très différent d'avoir un débat serein et de fond sur le rôle des cabinets de conseil sur lequel je veux bien... Mais l'un recoupe l'autre, Hélène. C'est pas pareil. Alors justement, pardon de revenir sur McKinsey, mais c'est quand même effectivement le nom mais c'est 2% des prestations de conseil qui revient le plus souvent. Mediapart a recueilli un certain nombre de témoignages qui ont été publiés aujourd'hui d'anciens de McKinsey qui expliquent assez bien les stratégies d'influence qu'ils ont auprès de l'État. Emmanuel Macron, dès son arrivée, en fait, McKinsey et pendant la campagne de La République En Marche, a travaillé bénévolement pour Emmanuel Macron. Ma question est assez simple. Est-ce que vous n'êtes pas simplement laissé infiltrer par des gens qui ont ensuite bénéficié de courants publics? Alors d'abord, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais ça, je conteste complètement. Mais je réponds tout de suite, mais je veux quand même parce qu'il y a justement différents éléments qu'on a mêlés, je pense pour certains dans le débat de campagne des opposants politiques, délibérément. La place des cabinets de conseil dans le fonctionnement de l'État. C'est pas grand-chose, c'est 0,3% de la masse salariale, c'est 2000 cabinets de conseil différents, McKinsey en représente environ 2%, c'est beaucoup, mais enfin c'est très peu en réalité à l'échelle de la totalité des dépenses de l'État. On peut avoir un vrai débat, moi je vis dans un ministère et je suis un ancien fonctionnaire. J'ai vécu l'époque de la RGPP, d'ailleurs où c'était beaucoup plus fréquent, à l'époque de Valérie Pécresse notamment. Vous dites qu'on peut avoir un vrai débat. Ayons un vrai débat sur... Je me permets de citer ce que vous dites, c'est que 2% de la dépense publique. Mais non, oui. Des dépenses de conseil. Non, McKinsey, c'est 2% des dépenses de conseil totales de l'État. Donc, c'est pas une affaire McKinsey, c'est un débat, si on veut avoir un débat sur la cabinet de conseil, puisqu'effectivement, quand on regarde le rapport du Sénat, il y a d'autres cabinets de conseil qui ont également des contrats, je dirais, assez juteux. Quasiment 500 000 euros sur le métier d'enseignant, c'était une prestation de McKinsey. Quasiment 600 000 euros pour une convention qui a finalement été annulée. 4 millions d'euros à McKinsey pour la réforme des APL. Et effectivement, Emmanuel Macron parle d'aller au pénal si tout cela était illégal, mais au-delà
pénal. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de l'ordre de la politique, de l'affichage qui pose problème, et y compris dans la façon dont c'est traité par les membres du gouvernement lorsqu'ils doivent répondre à ces questions? Mais moi, j'essaie de démêler les fils justement parce que je pense que c'est des débats très différents. Vous avez rapidement en résumé dit des choses qui sont de nature très différente. Autrement dit, est-ce que dans un contexte de crise, c'est défendable politiquement ce recours jugé excessif? Ce n'est pas qu'un contexte de crise. Vous rajoutez un élément qui est, est-ce qu'en 2020, parce qu'il y a eu la crise sanitaire, en effet, il y a eu plus de recours à certaines prestations. Oui, c'est vrai, parce qu'il y a eu certaines dépenses d'urgence. J'y viens. Il y a un débat général qui est la place des cabinets de conseil. Pour la plupart, ils exercent des prestations qui ne sont pas la conception des politiques publiques, qui ne sont pas des choix politiques, qui sont, pour ça que je prenais cet exemple, parce que c'est massif, 2/3 des projets informatiques. C'est pas complètement absurde, on peut avoir un débat de dire que quand vous refaites votre système d'information, y compris dans l'État, ça prend quelques mois, parfois 1 an ou 2. Vous ne recrutez pas un fonctionnaire pour 40 ans. Il y a aussi du conseil stratégique de la part des cabinets de conseil. Vous êtes d'accord avec moi là? Oui, mais vous me confirmez. C'est très minoritaire dans le total des dépenses de conseil. Mais minoritaire ou pas, ça existe. Est-ce que c'est le rôle d'un cabinet de conseil privé de fournir du conseil stratégique à des services publics? Ça peut être le cas pour avoir parfois... J'ai travaillé, je vous prends un exemple très simple, j'ai travaillé dans une direction qui s'appelle la direction du budget au ministère des Finances. J'étais fonctionnaire, j'avais rien de politique, donc j'ai observé ça. On a fait un moment appel pour, je crois, 3 mois, c'était peut-être pas McKinsey, je ne sais pas qui c'était, peu importe, un cabinet de conseil, pour regarder si notre organisation était bonne. Les entreprises font ça, c'est pas idiot que l'État fasse ça de temps en temps. Est-ce que, venons-en au fait, est-ce que l'État est influencé par les cabinets de conseil au sens où c'est eux qui décident? On peut avoir un débat, d'ailleurs c'est pas du tout là-dessus qu'ils ont fait la mission, mais sur les APL. Mais là j'assume en tant que responsable politique, on aura peut-être ce débat tout à l'heure sur les questions sociales. Dites-moi, est-ce qu'on a pris une bonne décision ou pas en faisant la réforme des APL? Mais n'allons pas convoquer un cabinet de conseil qui aurait soi-disant décidé à la place de l'État. Assumons nos choix politiques. Hélène. Et il y a des cabinets de conseil qui très minoritairement font parfois du conseil dit stratégique qui regroupe beaucoup de choses et très majoritairement des prestations un peu techniques. Nous sommes d'accord avec ça, mais en fait la question de Valentine, parce qu'on est dans une campagne présidentielle, en fait c'est vraiment une pure question politique. C'est-à-dire qu'on voit depuis 10 jours que le gouvernement et Emmanuel Macron lui-même dit aller au pénal sur une formule un peu non, parce qu'il y a des gens qui disent c'est illégal. Il a rappelé que s'il y avait une irrégularité, ça se réglait devant un tribunal et il n'y en a pas aujourd'hui. Alors le recours au cabinet de conseil, c'est légal. Admettons. Il y a aucun, ça se fait dans le respect des règles. Ce sont les faits, très bien. Sauf que là, vous êtes en campagne présidentielle et qu'on voit bien que le sujet monte, en fait. Donc, comment vous répondez politiquement à quelque chose qui est absolument compréhensible par tout le monde et qui, en fait, met en difficulté le candidat? Mais la politique, c'est, aussi assumer la vérité et la complexité. C'est d'ailleurs en expliquant ça. Ou assumer qu'il y a une dérive, peut-être. Non, ça, c'est pas quelque chose que vous puissiez dire. Il faut, pour ça, mettre les faits précis sur la table. Il y a des prestations de conseil à l'État. Ça ne date pas de la campagne présidentielle, ça ne date pas de nous, on en fait même plutôt moins que dans d'autres quinquennats. Ça existe dans d'autres collectivités publiques de tous bords, de la mairie de Paris à la mairie de Perpignan. Bon, est-ce que, je vous dis, moi je suis un fonctionnaire très attaché au service public, j'ai travaillé toute ma vie pour le service public. Est-ce que parfois, indépendamment des majorités politiques, on a perdu des compétences dans l'État, on a eu recours trop facilement à des prestataires extérieurs? Oui, sûrement. Il y a un travail, d'ailleurs le rapport sénatorial est intéressant à cet égard, pour se dire, est-ce que toutes les missions qu'on confie à des cabinets de conseil, sans aller chercher McKinsey, parce que quand c'est Dupont et Dupont, ça parle moins, qui pourraient être faites en interne, comme on dit. Oui, sans doute, peut-être, il faut regarder ça. Je vais vous dire, moi je suis dans un ministère, maintenant je découvre un certain nombre de choses. Quand vous faites une conférence de presse ou quand vous faites un événement ponctuel, c'est pas complètement idiot d'avoir recours à un prestataire d'événementiel ou un prestataire informatique. Il y a des choses, on s'est peut-être trop habitué dans les entreprises et dans les collectivités publiques, dont l'État, à le faire à l'extérieur. Mais ne fantasmons pas non plus, c'est en pratique quand même assez petit. On va passer et c'est beaucoup de cabinets différents, dont un cabinet qui est McKinsey, je veux quand même répondre, parce que justement on a mêlé beaucoup de choses, qui sont des gens qui ont travaillé pour une campagne, etc. Oui, justement, vous étiez au ministère de l'économie, vous étiez conseiller d'Emmanuel Macron de 2014 à 2016. Est-ce que vous avez vu ces gens de McKinsey travailler gratuitement pour le ministère? Des réunions qui ont pu avoir lieu, d'ailleurs, question qu'on a soumise pour cette enquête qu'on publie et pour lesquelles on n'a pas eu de réponse. Est-ce que vous avez vu, est-ce que vous avez participé à ces réunions? Non, mais... C'est arrivé? Non, mais moi j'en ai pas connaissance, mais que dans la campagne électorale, il y a eu des gens qui travaillent chez McKinsey comme dans d'autres entreprises, dans d'autres secteurs économiques ou dans le service public, qui aient envoyé des idées, des notes, des contributions, ça c'est très possible et très probable. Vous comprenez que mais il ne faut pas mêler ça avec un contrat de l'État avec un cabinet de conseil et des cabinets de conseil en général. Est-ce que vous comprenez que ça puisse créer à minima la confusion que des cabinets de conseil travaillent pro bono dans une campagne et quasi dans le même temps, parce que c'était plus ou moins concomitant avant qu'Emmanuel Macron démissionne,
pour le ministère de l'économie et qu'ensuite, lorsque le candidat devient président, que ses contrats avec ce cabinet de conseil notamment continuent et augmentent tout au long du quinquennat. Là, pardon, on mêle aussi des choses différentes. Non, parce que pro bono, c'est quelque chose de précis. C'est des cabinets de conseil qui offrent... Mais est-ce qu'il n'y a pas une frontière assez... Attendez, j'essaie justement, de démêler un peu. Pro bono et bénévolement. Mais j'essaie de démêler un peu. Quand on dit pro bono, ça existe. McKinsey ou pas McKinsey, ce gouvernement ou pas ce gouvernement, qu'on explique à ceux qui nous écoutent. Il y a des cabinets de conseil qui parfois viennent voir une administration, un ministre, un maire, un président de département en disant « Moi, je connais bien les sujets sociaux, moi, je connais bien les sujets d'attractivité économique, j'en sais rien, je peux vous faire quelque chose. » Je suis pas naïf. En général, ils se disent, si ça leur plaît, peut-être qu'ils feront un contrat avec moi. Oui. C'est pas une question de McKinsey ou pas, ça arrive. On est tous confrontés à ça. C'est pas interdit. Il y a une proposition, et c'est très rare, et ça doit être très rare, peut-être même que l'on devrait l'interdire, on peut en discuter. Il y a une proposition très concrète dans le rapport sénatorial dont on a dit, les ministres hier, que c'était une bonne idée, qui est, si ces missions existent, qu'elles soient très ponctuelles et qu'elles soient toutes publiées de manière transparente au cas par cas. Pourquoi pas? Ça permet d'éviter qu'il y ait un soupçon ou éventuellement une dérive. C'est pas pareil de travailler encore dans une campagne électorale, comme moi je l'ai fait comme fonctionnaire la campagne de François Hollande, où le soir j'allais faire des notes pour François Hollande. Je voyais des gens dont je savais pas toujours ce qu'ils faisaient. Certains travaillaient dans le domaine des médias, certains travaillaient dans le domaine de l'entreprise et apportaient quelque chose. C'est pas pareil. Je tiens quand même à le préciser. Par ailleurs, McKinsey n'a pas augmenté sa part de marché sous le quinquennat d'Emmanuel Macron. Donc il y a une entreprise qu'on cible aujourd'hui. Il y a d'autres sujets qui se sont posés qui sont encore différents sur la question fiscale, mais je ne veux pas laisser dire qu'il y a une espèce de confiscation ou d'infiltration de l'État par McKinsey. Ça n'est pas vrai. Et le rapport sénatorial, d'ailleurs, ne démontre pas du tout cela. Et on a bien compris. Un autre sujet qui domine la campagne, évidemment, la guerre en Ukraine. Emmanuel Macron avait commencé son quinquennat en recevant Vladimir Poutine, on s'en souvient, en grande pompe à Versailles. Est-ce que vous vous êtes trompé sur le chef du Kremlin ? Je crois franchement pas. C'est une question qu'il faut toujours se poser. Est-ce qu'on aurait dû faire différemment, pu faire plus, pu faire autre chose? En politique internationale, on parle parfois de réel politique, moi j'aime pas trop ce terme, mais c'est la confrontation au réel et à des gens parfois pas très sympathiques. Le président de la République, il a une ligne qui a toujours été, je crois qu'on peut résumer ça par un dialogue exigeant. Il a reçu Vladimir Poutine, en effet, dès le début de son mandat à Versailles. Souvenez-vous d'ailleurs, je crois que le ton était donné dans cette conférence de presse avec Vladimir Poutine. Il est très clair, en réponse, je crois, à une question de Russia Today ou de Sputnik, si je ne me trompe pas, en disant vous faites de la propagande, je sais ce que vous avez fait pendant la campagne, etc. Donc, dire, on n'a jamais. Pourquoi Versailles? Pourquoi dans ce contexte-là? Mais il y avait une exposition à ce moment-là sur les liens culturels entre la France et la Russie, sur Pierre Ier, sur Pierre Ier, si je me souviens bien, qui était un moment pour montrer aussi, non pas pour donner de la valeur à Vladimir Poutine, pour montrer la dimension historique d'un lien. Le président a toujours fait ainsi. Il a toujours considéré que son homologue, sympathique ou moins sympathique, d'une autre grande puissance, d'un autre grand pays, s'inscrivait aussi dans une histoire. Ça ne justifie rien de ce qui se passe aujourd'hui. Mais ça veut dire aussi, parfois c'est des messages d'ailleurs, qui sont des pressions amicales pour dire Vladimir Poutine, vous êtes à la tête de la Russie, il y a une histoire entre la France et la Russie qui va vous dépasser, qui a commencé avant vous, qui continuera après vous. Mais ne nous attardons pas excessivement là-dessus. Le choix de Versailles était culturel, était lié au début du mandat pour montrer aussi la grandeur de la France vis-à-vis de la Russie. C'est-à-dire Poutine est sans doute sensible à un certain nombre de ces symboles, mais le fond était très clair. Ce que je veux dire dans cette conférence de presse, vous avez vu que c'était pas un aplatissement devant la Russie, une complaisance avec la Russie. Regardez d'ailleurs le discours de campagne d'Emmanuel Macron, candidat en 2016-2017. Il y avait déjà des escarmouches assez fort avec Madame Le Pen en particulier, sur le thème « Nous ne sommes pas les amis de Monsieur Poutine ». On a senti après, au cours du quinquennat, et notamment à Brégançon, quand il y a eu une nouvelle rencontre entre eux, que Emmanuel Macron avait le sentiment de maîtriser le mot, et peut-être un peu fort, Vladimir Poutine. Et d'où le fait qu'il parte avant la guerre en Ukraine pour essayer des négociations, comme s'il avait une certaine influence sur le président russe. Donc je répète ma question, est-ce qu'il s'est trompé sur ce point? Non, il y a toujours eu cette volonté de garder le dialogue. Nous n'avons jamais eu ni la prétention, ni la naïveté ou d'illusion de croire que M. Poutine pouvait changer comme cela et devenir un sympathique démocrate européen, mais que malgré tout, il fallait garder le dialogue. Et à certains moments, disons-le aussi, ce dialogue a porté quelques fruits, sans excès, sans naïveté. Quand on a eu un format dit Normandie de réunion à l'Élysée avec le président ukrainien, le président russe, ça a permis à ce moment-là de retrouver le cessez-le-feu, de libérer quelques dizaines de prisonniers. C'était pas inutile. Donc ce dialogue, je pense qu'on a bien fait de le maintenir et de le tenter. On aurait fait une grave erreur si on s'était complu
dans une forme de poutinisme ou de naïveté à l'égard de M. Poutine. Si on avait, par exemple, dit l'Union européenne ne doit pas affirmer sa souveraineté ou réduire sa dépendance aux énergies russes. On a toujours plaidé en même temps pour cette souveraineté européenne, le réarmement, l'indépendance énergétique. Donc on avait toujours en tête, notamment vis-à-vis de la Russie, ça leur plaisait pas trop, quand on avait des critiques sur Nord Stream par exemple, on a toujours eu cette lucidité, il fallait garder le contact d'un côté, mais s'affirmer comme une puissance réelle à l'égard de la Russie. Qu'est-ce que vous inspire le fait que la France ait contourné l'embargo sur l'armement qui est utilisé aujourd'hui en Ukraine par la Russie? Donc la France, je précise, a continué à vendre des armes à la Russie jusqu'en 2020, donc on est bien après l'annexion de la Crimée, on est bien après la guerre au Donbass, embargo qui avait été décidé justement après cette guerre au Donbass par l'Union européenne. Ce sont des révélations du média d'investigation Disclose qui ont... oui, je les ai vues il y a quelques semaines. Qu'est-ce que ça vous inspire? Le ministère des Armées et le ministère des Affaires étrangères se sont exprimés là-dessus. Il y a eu un cadre qui a été défini après l'invasion de la Crimée en 2014, des contrats qui avaient été lancés, pas par notre gouvernement d'ailleurs, et qui ont été poursuivis dans le respect strict. Mais est-ce que c'est un problème, cette continuation des contrats? Pardon, est-ce que c'est un problème que ces contrats continuent? Je ne crois pas que c'est ça qui, aujourd'hui, est amené à la situation. Ça n'a pas amené à la situation, mais ce sont des armes qui, aujourd'hui, sont utilisées en Ukraine. Ça, c'est pas un souci? Ça, moi, je ne le sais pas. Moi, je ne le sais pas. Si vous le savez, moi, je ne le sais pas. C'est du matériel qui modernise les équipements terrestres et aériens. Oui, mais est-ce que c'est utilisé sur le terrain aérien? Je ne le sais pas. Qu'il y ait eu... On peut le soupçonner, on peut s'en inquiéter. Mais on peut s'en inquiéter, mais vérifions-le quand même. Mais surtout, c'est des contrats qui n'ont pas été décidés par nous, qui ont été décidés avant, et qui ont été finalisés, en effet, dans le respect strict, à ma compréhension, je n'ai pas tous les éléments, du cadre international et européen de sanctions à l'égard de la Russie. Est-ce qu'on aurait dû interdire plus de choses, y compris en matière d'équipement qui peut être utilisé dans le domaine militaire, en matière d'énergie avant la guerre en Ukraine? Ça, on peut se poser collectivement la question. Et est-ce que vous envisagez de le faire désormais, puisque la question se pose aujourd'hui? De restreindre les équipements, etc. Ça, aujourd'hui, dans les sanctions nouvelles qui ont été décidées, il est très clair qu'il n'y a aucune livraison de nature militaire à la Russie. Mais c'est sur les livraisons qui ont été faites jusqu'en 2020, vous estimez pas qu'il y a un problème? Je vous rappelle aussi, ce n'était pas notre gouvernement, donc je ne m'en attribue pas le mérite, qu'il y avait des décisions de ne pas livrer des bateaux, comme vous le savez, à la Russie. Ça a été critiqué par beaucoup de responsables politiques français à l'époque. Je pense que le gouvernement précédent a bien fait de prendre cette décision. Maintenant, est-ce qu'on aurait dû construire plus d'indépendance, plus d'autonomie, plus de fermeté européenne à l'égard de la Russie ces dernières années? Oui, mais la France l'avait défendu. La France l'avait défendu. On n'a jamais pensé que Vladimir Poutine était incapable de faire ce qu'il est en train de faire. Quand le président va à Moscou pour sa dernière visite avec M. Poutine, il consulte tous les partenaires européens, y compris, si on a un doute sur nous-mêmes, des partenaires baltes, par exemple, dont on ne peut pas soupçonner une russophilie excessive, qui disent tous, y compris le président Zelensky, eh bien, peut-être que ça ne va pas marcher, sans doute ça ne va pas marcher. Mais il faut tenter ce dialogue. Et à chaque fois que le président de la République continue à parler à Vladimir Poutine, parce qu'il le fait, je pense qu'il a raison de le faire, sans illusion non plus, on fait d'abord des sanctions, mais on fait aussi ce dialogue, eh bien, il le fait en concertation, en général en l'appelant avant et après, avec le président Zelensky. Donc on n'a pas choisi le camp de l'agression russe, loin de là. Pour revenir à la campagne, on l'a vu, le contexte international joue beaucoup dans cette étrange campagne, mais il n'explique pas tout. Nous avons interrogé récemment des personnes, beaucoup de personnes qui mènent la campagne d'Emmanuel Macron et qui nous disent toutes la même chose, c'est-à-dire c'est un peu mou, ça ne fait pas très envie. Le président de la République ne suscite pas franchement l'enthousiasme qu'il suscitait en 2017. Est-ce qu'on ne se serait pas laissé intoxiquer par les sondages? Ces prises de parole médiatiques n'impriment pas, selon une expression chère dans vos rangs. Est-ce que vous ne dites pas... Je n'ai pas entendu cela, mais est-ce que vous ne dites pas, à quelques jours du premier tour du scrutin, qu'il y a peut-être un problème, un loupé, un raté quelque part? Non, mais si vous faites une campagne en faisant déjà l'analyse de ce qui aurait dû être fait différemment, mieux fait, etc. Non, mais vous êtes sur le terrain, on imagine. Vous analysez quand même ce qui se passe sur le réel, on imagine. Moi, je vais être très clair. Je crois être loin d'être le seul, d'ailleurs. Je le dis à tous les militants que je rencontre, à tous les gens à qui j'ai l'occasion de donner un tract ou à parler d'Emmanuel Macron, en le défendant, évidemment, et en proposant un nouveau programme, de dire rien n'est joué et rien n'est acquis. Moi, je le dis depuis plusieurs semaines, et peut-être qu'il y a des gens qui pensent que tout est fait dans nos rangs. J'y crois pas. À un endroit de la part de certains, je ne parle pas de vous mais forcément. Il peut toujours, quand il y a des bons sondages, il peut toujours y avoir un excès de confiance, un endormissement, ça peut arriver, bien sûr, mais moi, ça ne m'intéresse pas beaucoup. Il ne faut surtout pas avoir cet état d'esprit. Je crois que ce n'est pas celui du candidat,
Emmanuel Macron. Moi, c'est pas celui que j'entends chez nos militants. Si il fallait prendre conscience qu'il y avait un risque de Madame Le Pen, et quand je dis un risque, c'est pas forcément seulement penser à la victoire ou au deuxième tour. Avoir Madame Le Pen déjà, ce sont des sondages bien sûr, mais autour de 20% des voix, c'est déjà très grave pour notre démocratie. Alors, donc moi, je m'inquiète déjà de ça. Je parle même pas de classement, de hiérarchie des rangs pour la qualification.